Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil et aujourd'hui ce sera la partie 2 du tuto numéro 1 sur l'A7S3, à savoir tous les menus en vidéo. Donc tous les menus lorsque on est en mode vidéo avec l'A7S3. Donc il y aura certains menus qui seront exactement les mêmes qu'en photo. J'essaierai de passer un peu vite dessus, mais si vous voulez voir de quoi il s'agit plus en profondeur, allez sur ma vidéo sur la photo. Et sinon, je parlerai plus particulièrement de ce qui aura en rapport avec la vidéo. Bien évidemment, plus tard, il y aura des vidéos plus centrées sur à la fois la partie photo et vidéo et comment régler rapidement son appareil photo. Mais là, c'est vraiment un voyage dans tous les menus, donc ce sera peut-être un petit peu indigeste. Donc voilà, vous êtes prévenus. On va commencer tout de suite. Alors là, j'affiche l'A7S3, mais c'est les informations directement sur le moniteur externe. Donc, il y a un petit problème, comme vous le voyez, on est en 3,5 et donc si j'enregistre, voilà, ça vous donnera quelque chose de pas correct. Donc c'est pas quelque chose d'utilisable lorsque vous voulez filmer avec le A7S3, c'est plutôt utilisable comme par exemple ici, lorsque vous voulez faire de l'apprentissage avec l'A7S3, donc soyez prévenus avec ça. Lorsque vous l'achetez, mettre les informations, ça vous donnera pas quelque chose de vraiment terrible, hein, voilà, comme ici. Donc on va aller dans les menus du coup, hop. Et donc le premier menu, c'est mon menu. Donc pour créer des réglages mon menu, il faut aller dans Réglages mon menu, ajouter un élément. Et à chaque fois qu'on ajoutera un élément, on peut ajouter ça. Hop, on va aller ici, donc par exemple ça. Et donc on pourra faire aller ça où on veut, sachant que le menu de personnalisation est le même en photo et en vidéo. Donc par exemple commutation JPEG AVE, c'est de la photo. Et donc vous pouvez tout régler, tout mettre là-dedans directement. Et du coup, vous pouvez mettre menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, menu 6. Moi, il n'y a que mon menu 1 à 4 qui est réglé, donc je ne peux voir pour l'instant que ça directement, mais vous pouvez faire ça. On revient ici. Donc ici, on peut bien évidemment trier des éléments, les faire voyager d'un mon menu à l'autre. Donc ça peut être intéressant si vous voulez tout ajouter d'un coup et après faire des partitions, c'est possible directement. On peut supprimer directement un élément, supprimer une page, ce qui peut être intéressant en triant, mettant tout dans une page, faire une page poubelle et tout faire aller à la poubelle et donc recommencer comme on veut. Et après, on peut bien évidemment tout supprimer si par exemple l'ancien propriétaire ne l'a pas fait ou que vous n'aimez pas mon menu. Et affichage de mon menu, c'est assez simple, hein. Basiquement, si vous faites affichage on, où que vous soyez dans les menus, vous sortez, normalement vous revenez à cet endroit-là. Donc c'est intéressant, mais si vous voulez tout le temps revenir à mon menu, parce que c'est là où vous avez tout réglé, il reviendra tout le temps à mon menu. Même lorsque vous êtes en affichage lecture, normalement, il est censé vous permettre, si vous faites menu, d'aller dans, par exemple, le changement d'emplacement. Là, il ne le fera pas, il ira directement aussi dans mon menu. Donc là, c'est là où on va voir quelque chose de différent par rapport à la partie photo. On aura tout ce qu'il faut pour régler tout ce qu'il faut en vidéo. Sachant qu'en photo, on a la possibilité d'enregistrer aussi en vidéo. Donc on aura le format de fichier et le réglage de film. Mais là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour tout régler juste pour faire ces fichiers vidéo. Alors qu'on aurait tout ce qui est en photo, en photo. Donc là, on a bien évidemment notre qualité d'image avec les formats de fichiers. Donc là, je suis en XAVC HS 4K, donc ça les versions H265, donc forte compression, fichiers très modernes qui sont amenés à se démocratiser. Donc on peut choisir ici XAVC HS 4K, donc H265, ça c'est l'historique de chez Sony XAVC S4K, donc compression un peu plus faible, mais bitrate pas forcément aussi bon. Ou la même chose, mais qui prend plus de place que le XAVC HS, puisqu'on est sur le même mégabit par seconde. Donc je ne suis pas sûr que la compression change vraiment le nombre de mégabits par seconde par image, ou par seconde. Du coup, donc divisé par le nombre d'images. Après, on a le XAVC S HD, donc normal aussi. Et là, on aura le format aussi non compressé, donc le plus intéressant. Si vous voulez faire tourner ça sur n'importe quelle machine aujourd'hui, ce sera ce qu'on appelle le All Intra. Donc, toutes les images sont enregistrées, alors que sur de la compression
En fait, ce qui va être un peu embêtant, c'est que par exemple une image sur 5 est enregistrée et après on a un enregistrement de tout ce qui bouge, mais si vous le coupez dans votre logiciel de montage, eh ben, il faudra qu'il recalcule, donc ça peut prendre du temps sur des ordi qui n'ont pas beaucoup de RAM ou, comment dire ça, de mémoire dans leur carte graphique, et donc ça peut être utile de faire du XAVC-SI, mais au final, il n'y a pas vraiment de grande différence avec le H265, sachant que l'environnement du SI étant du All-Intra, ça sera beaucoup plus facilement pris en compte par n'importe quel logiciel que comme le XAVC HS. Donc voilà. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que si vous utilisez par exemple DaVinci en version d'essai, ces fichiers ne rentreront pas dedans parce qu'il faut avoir la version complète pour pouvoir lire des fichiers professionnels, sachant que c'est pratiquement la même chose que ce que fait Sony sur ses caméras vidéo style FX6, FX9, sauf que ici on sera en MP4 au lieu d'être en MXF, ce que j'enregistre par exemple avec mon enregistreur externe ici. Donc voilà, donc vous avez la version 4K et HD. Ce qu'il faut savoir sur la HD par contre, c'est que c'est la seule HD oversamplée, donc c'est en théorie la meilleure 4K que vous, enfin la meilleure HD que vous pourrez trouver sur n'importe quel appareil photo, puisque à la manière d'un A7 III qui va oversampler du 6K vers du 4K, là on a du 4K vers la HD. Donc ça donne une très très bonne HD et qui par exemple ça fera une bonne transition avec la thème mini, parce que là je suis par exemple en 1080p. Et donc c'est à peu près tout ce qu'il y a dans les formats. Bien évidemment ça ne prend pas en compte ce qu'on va voir juste après, les réglages de film. Et donc c'est là où c'est important aussi, ça va être vos nombres d'images par seconde et votre débit en mégabits par seconde. Donc là, on a la vitesse de défilement. Moi, j'aime bien mettre en 24, mais quand je fais un peu de ralenti, je fais du 60 ou du 120. Et après, bah, si vous voulez le remettre en 24, vous l'accélérez, vous le ralentissez, tout en, par exemple, vous calculez par rapport à 100% ce que fait 24 par rapport à 120. Et vous aurez exactement le maximum que vous pourrez faire. Et après, ça saccadera un petit peu, donc il faut faire juste attention avec ça. Donc là, on a la sélection. Et là, on va avoir le nombre de bits, la profondeur de couleur, donc la profondeur de couleur en bits, pardon, et on aura l'échantillonnage de couleurs, donc 4.2.0 ou 4.2.2, sachant qu'on peut théoriquement dire que 4.2.2, il y a 2 fois plus de couleurs, même s'il y a une répartition des couleurs qui est, comme c'est pas du RVB, qui est un peu différente, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on peut voir ça comme ça. Le petit truc qui va être un peu embêtant, par exemple, là je suis en H265, c'est que je me mets en 4.2.0, notamment parce que c'est plus facile à lire pour les logiciels et il n'y a pas vraiment de problème de lecture. Du moins sur YouTube, si vous avez vraiment un grand écran, ça pourra poser problème, ou une projection, vous pourrez voir les petits artefacts qui viennent avec le fait d'avoir moins de couleurs, puisque la théorie c'est que l'œil voit plus la luminance, donc les transitions du noir au blanc. Et donc si on associe ça avec un échantillonnage de couleurs un peu plus faible, donc savoir plus large, et ben, l'œil ne voit pas forcément ça, du moins en petit. Et donc à l'époque c'était surtout pour faire des débits moins élevés, donc pouvoir faire visionner ça plus facilement à la télévision. Et donc si je me mets en 4.2.2 10 bits par exemple, et ben, l'appareil photo voilà, va vous dire, et ça c'est intéressant, qu'il va falloir faire attention à l'environnement de lecture ou de montage bien évidemment de vos fichiers. Donc ça je trouve ça très intéressant parce que ça vous permet de savoir directement si vous êtes nouveau ou même si vous n'y pensez plus, ce qui sera le plus pratique pour vos ordi modernes, on va dire. Dans le futur, en théorie, avec les nouvelles puces, là déjà les Mac M1 marchent très bien, mais les puces d'ordi devraient aussi, les processeurs d'ordi devraient aussi bientôt marcher sur le H265, donc c'est vraiment aujourd'hui. Donc si vous voyez cette vidéo dans le futur, prenez pas forcément ça en compte et peut-être que au final Sony fera juste un firmware pour enlever ces petites informations lorsque l'environnement de lecture sera favorable à ce genre de fichier. Donc moi je vais me remettre en 4.2.0 et comme vous voyez vous avez le débit en mégabits par seconde, donc sachant que le plus élevé vous avez, le mieux c'est. Et donc les débits les plus élevés, on les retrouvera notamment dans les versions SI,
le maximum étant en SNQ, donc slow and quick, rapide et lent, en 120 images par seconde, sauf que il faut une carte CF Express parce que c'est enregistré avec un très haut débit et après ramener un débit moins conséquent. Donc la carte a besoin d'avoir la latitude pour pouvoir enregistrer ça. Et donc ce sera le seul mode, ou un des seuls modes où vous aurez besoin de ça. Je crois que la HD 240 images par seconde a aussi besoin de la carte CF Express. Et donc voilà pour le réglage de film. Après voilà, vous avez le réglage ralenti accéléré, donc slow and quick, parce que vous pouvez faire un format de fichier normal et après pouvoir décider d'un autre format de fichier pour slow and quick. Alors le petit truc qui est un peu dommage avec ça, c'est que c'est vraiment important de régler ça, parce que là, je suis en mode quick, donc en fait c'est ce qui va vous servir de faire de l'intervallomètre vidéo avec le A7S3, sauf que c'est un petit peu limite dans le sens où vous n'avez pas en fait le temps d'intervalle en fait de disponible. Vous avez juste le temps de pause, le nombre d'images pris, ce qui est un peu difficile à comprendre puisque c'est un peu au hasard 1 FPS. Voilà, normalement c'est en 1 seconde, donc à chaque fois vous remettez ça, par exemple dans 24 images par seconde, et en fait c'est ce qui déterminera la rapidité de votre timelapse. Et du coup, ça fait que ce qui est un peu bizarre, c'est que comme vous ne choisissez pas l'intervalle, c'est le nombre de FPS qui vous déterminera l'espèce de fluidité de votre timelapse, ce que je trouve pas forcément très agréable. Ça veut dire que là, par exemple, moi je trouve que souvent le 60p est vraiment le plus agréable en termes de ce qu'on voit, sauf que du coup, on ne peut pas régler ce qui se passe. En gros, il faut essayer de calculer combien de temps on a de pause à chaque fois, et en fait, c'est lui qui va directement vous remettre ça en 60p. C'est un peu étrange, donc voilà. C'est un peu moins pratique, mais c'est ce qui vous servira de genre de timelapse vidéo, si vous voulez pas faire de timelapse et après, surcharger votre logiciel de montage, parce que soit vous passez ça dans des formats plus simples, et en plus vous devez retoucher chaque image, ce qui est assez intéressant. Enfin, voilà. Donc là, on a la vitesse de défilement, bien évidemment. Donc on va de 1, donc le plus lent, pour faire de la vidéo rapide du coup, et 120 fps pour faire du ralenti à 120 fps. Et donc là on a le réglage aussi d'enregistrement, donc on peut aller vraiment très très loin. On peut aller jusqu'à 200 mégabits, ce qui est vraiment pas mal, comme pour vraiment avoir de la vidéo de qualité dans les 150-200. Après ça dépend aussi des capteurs. Sony arrive très très bien à faire du 100 mégabits par seconde, qui est totalement correct. Et voilà, vous avez tous vos réglages disponibles, et bien évidemment, comment avoir le 4.2.2 pour que ce soit assez cohérent, parce que notamment avec l'environnement dans lequel vous l'utiliserez. Bon, je ne pense pas que vous ferez du SNQ par exemple pour faire du fond vert, mais avoir plus de mégabits par seconde et une meilleure profondeur de couleur, donc 10 bits avec un meilleur sampling de couleurs, ça vous permettra de faire plus facilement par exemple des effets spéciaux. Donc c'est pour ça qu'en général les formats étant le plus lourd ou avec le plus de couleurs, ont aussi le plus de débit d'enregistrement. On va revenir ici. Donc voilà, c'est tout ce qu'on avait pour SNQ. Donc vous voyez on a des possibilités, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a des fois des tailles de fichiers qui sont spécifiques à certains types de fichiers ou à certaines façons d'utiliser la vidéo, comme le SNQ qu'on a ici. Donc on peut faire de la proxy, donc on peut enregistrer soit sur la même carte, soit sur l'autre carte, de la proxy pour pouvoir faire en sorte que votre ordi lise plus facilement certains types de fichiers. Donc ça peut être quelque chose d'assez agréable à utiliser. Et donc on peut faire du HS ou du SHD. Hop, là, non, je me suis trompé, je vais faire ça. Ah oui, d'accord, donc si on se met en HS, voilà. On peut faire jusqu'à... Donc vous voyez, c'est vraiment de la proxy dans le sens où ça fera pas le job si vous voulez vraiment vous en servir comme vidéo. Ça servira juste à faire votre montage et après à remplacer par les fichiers qui sont dans, je vous le rappelle, dans le même, il faut que ce soit dans le même folder, dans le même dossier d'image, le même dossier vidéo aussi.
Et donc on a un débit très faible, donc la proxy est vraiment faite pour ça, elle prend très peu de place. Donc on a, hop, ça, XAVCS, HS 4K, voilà. Donc le problème de la 7S3, comme vous le savez certainement, c'est que c'est un 12 millions de pixels, donc en vidéo c'est 10,8 millions de pixels me semble-t-il, et donc il en faut 8 et quelques pour faire de la vidéo, sachant que dedans ça peut prendre le crop pour la stabilisation, comment dire ça, active, et donc vous avez pas assez pour faire de la 4K en APS-C, donc le réglage n'est pas disponible, il faudra vous mettre en n'importe quel format HD pour pouvoir passer de l'un à l'autre, donc ce sera peut-être quelque chose qui vous plaira pas, vous pourrez pas directement, par exemple ici je suis au 20 mm, vous pourrez pas passer de 20 mm à par exemple 30 mm ou je sais plus combien ça fait, oui c'est ça 30 mm, donc voilà c'est peut-être un peu dommage, mais on n'a pas vraiment le choix avec ça. Hop. Donc voilà, on peut directement dans la vidéo mettre la compensation de dégradé ou la version chromatique. Moi je laisse que la distorsion. Après je pourrais mettre l'aberration chromatique puisque en vidéo on fait pas de RAW. Donc oui, je vais peut-être mettre auto. Je sais pas. Le problème c'est que je sais pas si ça s'affiche aussi en photo. Il faudra que je vois ça. Mais pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Donc après on a le réglage de support, donc on peut formater, donc c'est commun bien évidemment à la photo, et donc pour que ce soit cohérent aussi, le réglage de support d'enregistrement est fait de la même façon, donc si j'ai enregistré d'une façon en photo, ce sera la même en vidéo, il n'y a pas de raison que ça change. Donc priorisation de support d'enregistrement, ce que fait Sony, c'est que la priorisation est à la carte photo. Donc en fait si vous mettez 1, ce sera photo 1, et suivant ce que vous demandez, la vidéo sera en 2 ou sur la même carte. Donc voilà, vous avez emplacement 1, mode d'enregistrement séparé. Donc moi je sépare les deux. Je sais que beaucoup de professionnels préfèrent mieux pas le faire, mais moi je trouve que c'est plus simple. Donc vous pouvez faire donc simultané photo, simultané vidéo. Vous pouvez faire aussi simultané les deux. Donc ça veut dire que techniquement, si vous priorisez une carte en photo, vous mettez simultané vidéo, les vidéos s'enregistreront sur les deux cartes, mais la photo s'enregistrera que sur la carte que vous avez choisie pour la priorisation de l'enregistrement. Et inversement, lorsque vous faites photo, comment ce sera l'autre carte que la priorisation qui ira pour la vidéo. Si vous faites enregistrement simultané photo et vidéo, ce sera la photo et la vidéo qui seront enregistrées de manière redondante sur les deux cartes. Si vous faites séparer RAW, AIF, donc ça c'est vraiment de l'enregistrement photo, c'est voilà. Donc on aura en gros les RAW et les AIF, donc le RAW priorisé sur le premier emplacement, le AIF sur la seconde, et donc si vous avez priorisé les photos sur le 1, les vidéos seront sur l'emplacement où il y a les AIF par exemple, et inversement lorsque vous faites AIF RAW, et si vous mettez séparé photo-vidéo, bien évidemment, photo ira d'abord ira en emplacement 1 et les vidéos iront dans l'emplacement 2. Moi je fais ça pour pouvoir séparer mes cartes. Par exemple, j'ai une UHS-2 V90 en emplacement 2 pour faire ma vidéo, et j'ai une V60 pour éventuellement servir de backup si j'ai des problèmes en vidéo, si j'ai vraiment besoin d'enregistrer un truc où j'ai plus de place. Mais voilà, je préfère mieux séparer les deux et faire en sorte qu'on n'enregistre pas s'il n'y a pas de carte dedans. Comme ça, je sais si j'ai mes cartes dans mon appareil photo et ça ne se déplace pas d'un endroit à un autre. C'est beaucoup plus concret pour moi dans mon cerveau. Mais souvent, si vous voulez faire de la vidéo, de la photo, enfin surtout de la vidéo de manière professionnelle, je pense la plupart du temps pour vous, eh ben, ce sera mieux d'avoir deux cartes exactement pareilles et de faire l'enregistrement simultané en vidéo. Voilà. Et du coup, vous voyez en dessous ce que ça fait. Alors ça, bah, je me répète, puisque j'ai déjà fait ça en photo, c'est la récupération d'images. Sony est réputé pour avoir des cartes qui sont, irrécupérables. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel, vous ne récupérez pas les photos et les vidéos. J'ai dit que je ferai une vidéo spécifique là-dessus, parce que je ne sais pas si on peut récupérer des images si la carte reste dedans, parce que si c'est la carte qui emmagasine les photos qui n'ont pas été enregistrées, ou si c'est l'appareil photo en lui-même qui les garde dans sa mémoire. Et donc, dans un cas, si c'est l'appareil qui les garde en mémoire, si vous enlevez la carte, vous ne pourrez plus rien récupérer. Donc, il faudra que je vois si effectivement vous pouvez récupérer des images sur une carte qui est sortie de l'appareil photo, ou s'il faut impérativement faire récupérer les images pendant que la carte est dans l'appareil photo.
Et donc je ne sais pas si ça marche si vous formatez aussi. Donc on fera tous ces tests-là dans une vidéo spécifique là-dessus. Et donc on a l'affichage des infos du support. Alors sachant que, voilà, donc image fixe, ah c'est marrant, là il m'affiche pas ce que ça peut faire en photo parce que j'ai séparé les deux. Mais habituellement, j'ai accès à... Ah oui, d'accord, enfin, je sais pas où. Mais normalement, je pourrais voir ce qui reste en photo et ce qui reste en vidéo, mais là, je le vois pas. Parce que quand je le fais en mode photo, je vois quand même les deux. Peut-être un peu bizarre. Mais voilà, donc OK. Et donc, c'est ce que vous voyez, bah, techniquement. J'essaie de vous le montrer alors que vous voyez ce qu'il y a sur le moniteur, mais moi, je me vois aussi. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est ce qu'on voit les 2h38 sur la carte 2, sachant que si vous l'enregistrez en simultané, bien évidemment, ça va afficher photo et vidéo. Enfin, si vous enregistrez sur la même carte photo et vidéo, ça vous affichera les deux en même temps. Hop, donc on revient ici, hop. Réglage fichier. Vous pouvez donc maintenant, en vidéo, c'était le cas aussi sur le A7R4, me semble-t-il, enregistrer vos fichiers vidéo sans qu'ils soient tous enregistrés en C00 et après que eh ben, ils reviennent à 0 à chaque fois, c'était embêtant. On pouvait enregistrer sur celui-là, comme sur tous les Sony, les fichiers en série, donc dès que vous formatez, ça continue, et vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Maintenant, c'est le cas aussi en vidéo, avec une évolution, c'est bien maintenant mieux en vidéo qu'en photo. Voilà, c'est assez marrant. Donc vous avez le numéro de fichier en série, donc si vous voulez, vous pouvez les réinitialiser, comme c'était le cas avant. Mais je ne conseille pas de le faire, parce que bien évidemment, si vous prenez plusieurs jours de vidéo, et que vous les remettez pour faire la même vidéo, vous n'avez pas à renommer à chaque fois vos vidéos, ce qui serait un peu embêtant. Donc moi, je laisse toujours en série. Donc réinitialiser le compte de série, donc vous pouvez faire ça. Je vais faire non, hop, on va faire menu. Format de fichier, vous pouvez mettre titre, standard. Donc c'est standard, ce sera C machin, enfin C001, C002. Titre, c'est ce que je veux. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter la date. Après, je trouve que ça fait des fichiers un peu trop longs. Mais si vous voulez, vous pouvez, bah, ça peut être intéressant si vous voulez le savoir. Donc vous pouvez mettre la date plus le titre, ou le titre plus la date. Moi, c'est ce que je fais souvent à la fin, donc c'est pour ça que j'aime pas le mettre le titre. Pas dans mes vidéos, mais dans mes RAW. Si je fais des JPEG avec, j'aime bien mettre la date de retouche. Et comme ça, si je repasse dessus et que je vois une version antérieure, je peux me dire, ah, je l'ai fait à ce moment-là, je préfère mieux changer. Et donc voilà, je sais à peu près quand je fais ça. Mais là, je trouve pas ça important, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Donc on peut régler le nom de titre. Donc comme vous le voyez, il est marqué A7 3G, donc 1234. Donc c'est normalement le nombre de vidéos que j'ai fait. Je sais pas si c'est 1234 ou c'est 1 et 234 derrière, donc je sais pas. Donc voilà, vous pouvez, si on fait, hop, si on sélectionne ça, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Donc je ne sais pas à quel digit ça s'arrête, mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Ce qui n'est pas le cas en photo, bizarrement, vous n'avez que accès aux majuscules et aux chiffres, tandis que là, vous avez accès à peu près tous les caractères qui existent. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Je vais rester sur A7 3G, parce que c'est mon A7S3, donc c'est mon prénom qui est marqué derrière, donc comme si c'était A7S3 Guillaume. Voilà, donc on refait un arrêt. Donc encore un petit truc embêtant des fichiers, c'est qu'il faut faire menu pour sortir d'un onglet, mais après si on veut revenir en arrière, il faut faire la flèche du côté ou tactilement toucher, mais comme mes displays sont sur l'écran, je ne peux pas utiliser l'écran tactile de la 7S3. Mode de prise de vue, donc on a les modes d'exposition, donc voilà, j'ai pas les modes d'exposition moi personnellement parce que j'ai choisi de mettre le mode d'exposition flexible, donc si on arrive ici, hop, voilà, si vous regardez en dessous, vous avez marqué 1 centième A, et je ne sais pas si, non, le F. Et donc si j'appuie sur AEL, parce que je l'ai enregistré comme ça, hop, vous voyez qu'il y a un A après, qui est arrivé à côté de l'ouverture, et en fait, ça me permet de pouvoir choisir entre priorité ouverture, priorité vitesse, quand je veux, en appuyant simplement sur un bouton, plutôt que d'aller dans les menus, essayer de régler le mode d'exposition. C'est beaucoup plus simple, et je vous conseille de faire ça. Après, de base, c'est programmé sur C1 et C2, mais comme C2 en photo, je mets mes modes autofocus, enfin mes zones autofocus dessus,
parce qu'elles ne font pas de transition en vidéo, donc il faut que je les change à chaque fois, et ben j'aime bien garder ces deux pour l'autofocus aussi en vidéo, même si c'est tout le temps large, et que j'utilise le pavé tactile derrière pour changer lorsque je vise quelque chose et que je veux prendre ça en vidéo. Donc voilà, moi j'utilise le mode d'exposition flexible, donc c'est pour ça que dans les menus, on ne va pas avoir accès à ça. Mais si par exemple je veux l'enlever, hop, voilà, je mets mode d'exposition, et je peux choisir ici, ce qui n'est pour moi pas pratique du tout. Après, on peut le faire en SNQ aussi, mais il faut être en mode SNQ. Donc c'est exactement la même chose, donc je ne vais pas vous le montrer ici. Et donc on va revenir ici, j'espère que... Merde, j'espère que ça n'a rien changé. Voilà, le problème voilà, que ça pose, c'est que bien évidemment, ça a tout changé. Voilà, bien évidemment, donc c'est embêtant. Bref. Hop, zone de mise au point, voilà, c'était ça. Et donc moi c'est... Oh merde, bah non, je me suis tombé. Non, c'était bien en fait. Donc ça s'est bien remis où je voulais. C'était AV, c'est ça. Voilà. Donc c'est bon en fait. Donc si je fais ça, ça fait ça. Si je fais ça, donc voilà. Au final, comme vous voyez, ça reste sur les réglages de base qu'on a mis dans le mode custom. Donc ça ne revient pas sur le C1-C2 comme je le croyais. Donc voilà, je me suis un petit peu trompé de ce côté-là. Hop. Donc on était ici, mode exposition flexible, donc rappel, réglage, voilà. Cette fonction est actuellement désactivée parce que je ne suis pas dans un mode personnalisé. Et ce qu'il suffit de faire, c'est se mettre en C1, C2, C3, et lorsque vous faites menu, je ne suis pas au bon endroit, et vous faites réglage, prise de vue, donc vous pouvez enregistrer les réglages. Donc là je suis à F18, c'est assez marrant puisque je suis en auto, et donc vous pouvez le régler sur C1, C2, C3, M1, M2, M3, M4, sachant que M1, M2, M3, M4, c'est des modes en plus, et dès que vous mettez sur par exemple C1, il va vous demander si vous voulez C1, il ne vous donnera pas accès à C2 ou C3, mais vous pourrez changer C1 pour M1, M2, M3, M4, sachant que ceci s'enregistre sur la carte. Donc moi j'ai souvent eu des problèmes avec, à formater ma carte, c'était plus dessus, donc je me suis dit au bout d'un moment, je les utilise pas trop, mais c'est là si vous voulez enregistrer ça. Et donc, le réglage du support d'enregistrement, c'est bien évidemment le réglage du support d'enregistrement de ces M1, M2, M3 et M4. À chaque fois, je me trompe d'emplacement. Obturation silencieux, réglage de mode silencieux. Alors, voilà. C'est assez bizarre de mettre ça en vidéo, parce qu'on n'a jamais l'obturateur, mais voilà, ici, vous avez la possibilité. Et on a un réglage de fonction cible. Donc, c'est à la fois... Enfin, en fait, c'est déterminé... Ce qui est marrant, c'est qu'en autofocus, c'est fait pour améliorer l'autofocus, mais ça a la même fonction, à savoir que si on améliore l'autofocus, on fait du bruit avec certains objectifs. Donc en fait, là, c'est pour, en gros, ralentir l'iris pour qu'il y ait moins de bruit d'appareil photo, que ce soit, enfin, là, déclencheur, bien évidemment. Mais c'est pas vraiment important en vidéo, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et donc la cartographie des pixels, c'est pour voir s'il y a des pixels chauds sur le capteur. Déclenchement sans objectif activé, oui. Parce que si vous avez des objectifs manuels, eh ben, vous n'arriverez pas à faire de vidéo sinon. Donc ça peut être un petit peu problématique. Mais moi je l'ai mis sur... ouais, j'ai mis sur activé du coup. Et donc on peut, via une bague d'adaptation, utiliser des objectifs manuels et il s'adaptera en fonction de la cellule. Donc moi je trouve que les Sony marchent vraiment très très bien avec des objectifs manuels. Je suis le premier à avoir fait ça tout simplement. Donc voilà, enregistrement audio, donc bien évidemment on a on a le niveau ici. Donc moi comme j'utilise le K3M, il faut que je fasse attention avec ça. Je crois que ça c'est le volume. Non, ça c'est le volume d'enregistrement, mais il change tout le temps. Donc il est à 12, il devrait être bon. Et comme j'utilise souvent le K3M, et ben mais mon réglage n'est jamais là-dessus. Donc il faut que je fasse attention à chaque fois que je rebalance sur le jack 3.5.
la chrono sortie. Donc en fait, si on met synchronisation des lèvres, j'ai aucun problème avec le Blackmagic avec lequel j'enregistre ici. Mais lorsque vous filmez avec par exemple un Atomos, il se peut qu'il y ait du décalage. Donc moi je vois du décalage dessus, mais lorsque je le mets sur mon logiciel de montage, il n'y a aucun décalage entre les deux. Puis c'est peut-être l'affichage en 24 images par seconde, là c'est parfaitement fluide. Donc voilà, il faut juste faire attention. Enfin, je dis c'est fluide alors que ce qui m'enregistre c'est le R6, mais j'ai pas de problème avec le A7S3. Mais donc, si vous constatez un léger décalage, par exemple avec votre Atomos Ninja 5 et pas V, et ben mettez la synchronisation des lèvres, ça sera beaucoup plus simple. Mais l'affichage pourrait être juste un peu bizarre sur votre enregistrement. Réduction du bruit de vent, on peut mettre oui ou non, je préfère mieux mettre off, puisque souvent, s'il y a trop de vent, bah bon, on ne vous entend plus non plus. Donc je me suis trompé encore une fois. Et donc voilà, niveau audio, il faut avoir le XLR K3M. Donc, je reparlerai de ça dans la vidéo du XLR K3M que je ferai la partie 2 avec le A7S3. Voilà. Mais disons que ça peut vous permettre de voir en fait entre certains réglages de XLR K3M, à savoir si vous voulez la stéréo sur un canal ou la stéréo avec plusieurs, plusieurs canaux, parce que vous pouvez mettre d'un côté 2 canaux et de l'autre 2 autres canaux, par exemple le 1 et le 3, le 2 et le 3, sachant que le 3 et le 4 c'est la même chose en général, même si vous les changez d'emplacement, il y a toujours 2 canaux pour l'enregistrement plus pris de l'extérieur, donc le jack 3.5 sur le XLR K3M. Donc l'affichage audio, bien évidemment, bah, c'est ce qu'on va voir ici. Est-ce qu'on le voit? Hop, voilà, on voit l'affichage du CH1, CH2, qui est, je le rappelle, hein, en général là-dessus, c'est directement de la stéréo. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Et donc TCUB, donc on a tout ce qui est timecode preset. Donc moi je m'y connais pas vraiment trop là-dedans, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans le menu. Donc en fait le timecode, vous pouvez le choisir, à partir de quand ça commence. User bit preset, voilà. Donc en fait il faut avoir un ordre, voilà. Rec. Free run, ok d'accord. Donc c'est des choses dont je ne me sers pas, mais ça peut vous permettre de savoir, d'avoir des repères temporels spécifiques à ce que vous voulez avoir lorsque vous enregistrez vos vidéos avec votre A7S3, enfin quand vous faites un film ou je sais pas quoi. Mais moi, comme ça ne m'intéresse pas, mais donc vous voulez tous les réglages qu'il y a ici. Donc on va voir stabilisation d'image, donc on a le steady shot active, donc je le rappelle, c'est pas une stabilisation qui est numérique, c'est en gros, il y a moins de pixels qui sont pris sur le capteur, et donc on a un format légèrement plus petit que le plein format, pour que tout simplement la stabilisation soit plus efficace, la monture étant, juste un peu petite pour le plein format. On n'a pas vraiment beaucoup de réglages, de latitude de réglage de la stab, et donc ça permet d'avoir une stab qui est bien meilleure, mais sinon la standard. Et sinon on a off, qui peut être utile. La off, je trouve que c'est utile lorsque vous êtes sur trépied, pas que... ce qui est bien avec les Sony, c'est qu'ils désactivent la stabilisation quand ils sont fixes sur un trépied, sauf que si vous commencez à faire un panning, en fait il va essayer d'amortir le mouvement de votre panne, donc ça peut être un peu compliqué. Si vous êtes entièrement à main levée, il comprend que vous voulez faire un panning, donc il va essayer de suivre votre mouvement, et ce sera le fait que vous vibrez qui va entraîner la stab. Sauf que lorsqu'il est sur pied, il a un petit peu des problèmes, et donc il va un petit peu ralentir, et donc on aura un effet de délai lorsque vous faites du panning. Donc ça peut être bien de l'enlever lorsque vous êtes sur pied. Et standard, en fait, ça vous empêche de cropper, sauf que du coup, vous avez la stab standard de chez Sony qui n'est pas vraiment très très bonne en général. Et il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution par rapport à celle-ci, par rapport aux autres, comme la 7.3. Donc on a l'ajustement Steady Shot, donc là ça c'est en noir parce qu'il faut activer manuel lorsque vous avez des objectifs manuels, et donc comme il ne les reconnaît pas,
parce que si vous, enfin, ajustement automatique, lui il va reconnaître la puce et dire par exemple que l'objectif que j'ai est à 20 mm, donc stabiliser 20 mm. Mais si vous n'avez pas de contact, donc un objectif manuel, et ben, il va falloir changer le nombre de millimètres pour pouvoir, sachant que là-dessus je crois qu'on a jusqu'à, ah, on a, ouh, parce qu'avant on avait jusqu'à 100 je crois, donc là on a jusqu'à 1000, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Et donc je vais me remettre bien évidemment en auto, parce que si vous ne faites pas ça, vous vous retrouvez à avoir une stabilisation qui va totalement être mauvaise, par exemple avec vos optiques G ou toutes vos optiques Sony qui seront mises sur l'appareil photo, donc ça peut être dommage. Zoom, donc on a différents types de zoom, on a des objectifs avec zoom électronique, et donc on a du clear image zoom, et donc on a du zoom numérique. Je ne sais pas si le zoom numérique est utilisable en vidéo. Donc voilà, on a les types de zoom ici. Donc là, c'est pas le type de zoom, c'est le réglage du zoom directement dans le menu, sachant que moi, par exemple, je l'ai mis. Alors, je sais pas si on peut le voir là. Hop, non, on va pas faire ça. Je l'ai mis. Non, il veut pas s'activer ici. Voilà. Je l'ai mis directement sur mon pad, sur les gauche et droite. Donc, je peux activer le Clear Image Zoom à tout moment. Le seul petit problème, c'est que vous n'avez plus de suivi d'objets ou de focus sur les yeux. Donc il faudra, c'est utilisable, sauf qu'il faut l'utiliser dans des moments où vous n'avez rien qui peut gêner dans le cadre et que vous avez le sujet qui est bien dégagé pour qu'il reconnaisse que c'est là qu'il doit faire la mise au point. Sinon, la mise au point ne sera pas correcte, ou il faut se mettre en manuel, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 1.5, donc le crop APS-C, sauf que c'est pas forcément utilisable tout le temps correctement, dû à l'autofocus tout simplement. Mais la qualité est pas mal. Le seul problème, c'est la stabilisation. Moi, je trouve qu'elle a tendance à réagir assez mal en Clear Image Zoom, à avoir des micro-vibrations assez gênantes dans l'image. Donc c'est pour ça que je tends à pas forcément l'utiliser tout le temps, mais ça peut toujours aider lorsque vous voulez zoomer un peu dans votre image. Hop, voilà. Donc on a la gamme du zoom, donc le type de zoom, donc zoom optique, donc comme je vous l'ai dit avec les optiques qui ont un zoom électronique, zoom image claire et zoom numérique. Donc je ne vais pas vous montrer ce que fait le zoom numérique. Le zoom numérique, c'est là où la qualité tend à baisser drastiquement, mais sachez que lorsque vous êtes en zoom numérique, vous avez le clear image zoom qui s'active jusqu'à 1.5, et si vous voulez aller jusqu'à x2, et le numérique arrive et donc l'image devient un petit peu, enfin même beaucoup, vraiment très sale. Mais je ne vois pas pourquoi vous utiliseriez le zoom numérique avec cet appareil photo. Donc voilà, vous avez l'accès à un 1.5 ou 2 avec ça. Et vous avez l'accès aussi à la vitesse du zoom directement via les boutons personnalisés comme je vous ai montré ici. Ou si on veut, donc on a fixe rec, fixe standby. Donc on peut, par exemple en standby, si on veut aller vite, par exemple on veut enregistrer quelque chose rapidement, et on veut vite passer au zoom, on peut, avant d'enregistrer, passer le zoom rapidement, parce que ça peut faire ça. Et après, lorsqu'on est sur enregistrer, on peut avoir une transition qui est bien plus douce. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Et si on fait vitesse du zoom, c'est que lorsqu'on a il y a des télécommandes qui ont un switch pour faire le zoom. Et donc vous pouvez activer, bien évidemment, soit votre optique, soit le Clear Image Zoom ou le zoom numérique comme ça. Et on a voilà, la vitesse variable. Alors la vitesse variable, comme c'est, je pourrais vous le montrer, parce que si vous utilisez la poubelle dans les menus, ce qui est indiqué en bas lorsque vous regardez, vous allez pouvoir avoir accès à une mini explication, c'est une explication si vous connaissez le vocabulaire vidéo photo. Donc, mais sinon, ça vous aidera quand même vachement si vous êtes perdu dans les menus et que vous n'avez pas envie de voir un tuto par exemple. Ou si vous êtes dans les champs, ça vous aidera quand même un peu. Et du coup, ce que fait le zoom variable, c'est la télécommande a une intensité, et en fait, plus vous appuyez fort, plus le zoom ira vite. Et donc là, on peut mettre fixe ou variable, donc suivant votre préférence. Un peu par exemple comme pour les objectifs, si vous voulez avoir toujours l'objectif qui va aussi vite, ou si vous appuyez plus fort, avoir une démultiplication de la plage de la plage focale traversée. Top. Et donc voilà, on a les mêmes réglages, mais avec la télécommande. Encore une fois, hop,
affichage prise de vue, donc on a les quadrillages. Moi j'aime bien les mettre sur le A7S3, donc vous ne fiez pas à ce qu'on voit ici. Donc il y a des choses que je vais vous montrer ici. Je vous préviens tout de suite. Ce qui est affichage de, comment dire ça, de assist comme S-Log3. Donc en gros, vous pouvez exposer correctement votre S-Log3 avec en gros un LUT qui est mis juste pour vous afficher correctement le S-Log. Et ici, les grilles ne sont pas affichées lorsque les informations sont mises sur le moniteur, donc je ne pourrais pas vous montrer ça. Les zébras aussi ne s'afficheront jamais sur le moniteur, donc faites attention avec ça. Comme vous voyez ce que je fais, il y a des réglages qui sont mis, mais vous ne les verrez pas. Donc là, typiquement, vous ne voyez pas la grille, mais ça peut vous permettre de cadrer correctement, simplement, parce que des fois, on ne voit pas quand on cadre mal, sauf que ça vous donne toujours une référence, les lignes, et quand elles sont grises transparentes, c'est pas trop gênant à la prise de vue. Mais par exemple, si vous voulez mettre les trottoirs à niveau, je sais pas, vous pouvez faire ça beaucoup plus facilement avec les grilles. Et désolé si mon siège fait du bruit. Donc on a la grille carrée, on a la grille des tiers et la grille de diagonale. Un petit problème, c'est qu'on aurait aimé avoir les grilles de format, hein, mais c'est pas possible là-dessus. Voilà. Donc affichage et vide PDT voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est l'affichage de mise en évidence pendant l'enregistrement. Ce que ça fait, je vais rester là plutôt, c'est que si j'appuie sur l'enregistreur, je vois que j'enregistre. Donc s'il y a un problème pendant l'enregistrement, bon ça, ce qui est bien avec la A7S3, c'est qu'il n'y a pas de limite d'enregistrement. Mais du coup, je suis en train de faire autre chose, je peux vérifier de loin, par exemple, même en plein soleil, puisqu'il y a l'affichage temps ensoleillé, et ben on peut voir avec le cadre rouge qu'on est en train d'enregistrer. Donc voilà, c'est bien, tout se passe comme il faut. Par exemple, j'ai fait un test de surchauffe entre la A7S3 et le R6. J'ai eu du mal à voir que le R6 n'enregistrait plus, alors que je voyais très bien que le A7S3 continuait à enregistrer. Donc affichage de marqueur. Marqueur, tac tac. Le problème c'est que voilà, je ne peux pas vous montrer. Ah bah si. Voilà, je vous disais qu'il n'y a pas de marqueur d'aspect. Bah voilà, si. Tout simplement, ils sont là-dedans. On n'y a juste pas accès en photo, ce qui est dommage. Donc marqueur marqueur d'aspect, voilà, vous l'avez ici, donc vous pouvez mettre 4 tiers, ce qui est très rare hein, de faire de la vidéo en 4 tiers, mais vous avez 4 tiers, 13 neuvièmes, 14 neuvièmes, 15 neuvièmes. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc bien évidemment, le 16 neuvième n'est pas marqué parce que vous enregistrez tout le temps en 16 neuvième, donc il n'y a pas besoin d'avoir de marque d'affichage. Mais donc on a plein de petits formats, du 2.35, du 1.80, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Donc c'est intéressant de l'avoir, mais comme je ne peux pas vous les afficher, je ne vous l'afficherai pas parce que ça ne servira à rien. Il faudrait que j'enregistre derrière l'appareil photo et ça mettra trop longtemps. Donc zone de sécurité, voilà. Donc ça, tout ce qui est important en vidéo, voilà, image guide. Donc voilà, on en a fini avec, si on revient là, en menu vidéo. Bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, il fait très très chaud et le R6 s'amuse déjà à surchauffer. Donc on est dans le menu exposition et couleurs. Exposition, donc voilà, hop. Automatique, donc qu'est-ce que ça veut dire? Fonction de la luminosité de l'environnement. Oui. Oui, pourquoi pas. Donc voilà, je suis en fonction ISO auto en enregistrement pour l'instant, mais voilà, on a la plage, on peut choisir les ISO qu'on veut, donc moi je préfère toujours le faire sur la molette arrière de l'appareil photo, mais si vous voulez le choisir ici, vous pouvez le choisir ici. La limite de plage ISO de base, vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans les menus pour avoir la plage étendue, parce que la plage étendue est directement mise, mais si vous voulez la baisser, vous pouvez revenir ici et la baisser. Hop. Donc vous pouvez automatiser aussi vos... Voilà.
ce que je fais, bien évidemment, avec le mode d'exposition flexible personnellement. Et vous pouvez choisir aussi ici. Donc, on peut corriger l'exposition dans les menus. Le seul avantage qu'il va y avoir à faire ça, c'est que mettez ça sur une touche si vous voulez aller très très loin, même surtout pour tester l'autofocus. Mais je vois pas quand vous pourriez aller à plus 5 ou moins 5. Mais vous pouvez le faire comme ça parce que la molette qui est ici, déjà, en fait en vidéo, ça peut être utile parce que la molette fera quand même un peu de bruit. Donc si vous enregistrez avec quelque chose directement sur l'appareil photo, c'est pas top. Mais sinon, la compensation d'exposition n'allant que jusqu'à -3 et +3, eh ben, c'est bien d'avoir quelque chose qui peut aller jusqu'à -5. Donc la composition, en fait, la compensation, ça veut dire que ça rétablit à chaque fois que vous éteignez l'appareil photo, le mode auto, enfin dans le menu, se remet à 0, et donc vous restez avec la compensation d'exposition qui est mise physiquement sur l'appareil photo, ce qui est quelque chose de logique, où vous ne seriez pas là. Qu'est-ce qui se passe? Palais d'expo, donc on est à 0,3 IL, on a donc ce qui s'appelle un tiers de diaph, un tiers d'IL, ou 0,5 IL. Sachant que, comme je le dis tout le temps, moi ça me fait rappeler le temps où j'avais un appareil photo non professionnel entre guillemets. Et quand je suis passé à quelque chose d'un peu mieux, j'étais, oh voilà, on a les incréments en tiers, c'est marrant. Ça fait peut-être rire que moi. Réglage standard d'expo, voilà. Donc on va mettre, si vous faites OK, en fait, vous pouvez en gros régler, ce qu'on verra après, les types d'expositions différentes, enfin les types de cellules, voilà, on va dire ça comme ça. Donc ils vont exposer soit large, soit spot, soit des choses dans le genre. Et donc ça, c'est la sensibilité de chaque réglage, si vous préférez avoir plus ou moins de choses. Moi, je trouve que l'appareil photo a une très très bonne exposition automatique, donc j'ai tout laissé sur ça et je reste tout le temps en multi de toute façon, donc il n'y a pas de problème avec ça. Je préfère mieux utiliser de manière raisonnée ma compensation d'exposition, ou en vidéo bien évidemment, si vous faites de l'exposition à 41%, ou si vous préférez surexposer par exemple à 55% en zebra, bien évidemment il faudra rester en manuel. Et voilà, je préfère mieux, comment dire ça, oui, en fait, en gros, le problème en vidéo, c'est que souvent on règle vraiment tout soi-même ou on laisse l'appareil photo faire tout autre. Peut-être que des fois ça peut servir si vous êtes dans des situations particulières, en plein soleil, vous trouvez que vous ne voulez pas faire de compensation d'exposition. Je ne sais pas, ça pourrait être utile, mais moi je vois pas personnellement trop l'utilité de ça. Alors est-ce que. Voilà. Donc, et ici on aura tous les modes de mesure du coup. Donc on a le multi. Alors moi le seul truc que je trouve c'est que le moyen est pratiquement pareil que le multi. Et après on a centre. Donc ce que je trouve embêtant c'est que ça fixe au centre. Et le spot, suivant ce que vous avez choisi comme réglage, vous pouvez le lier au point avec votre collimateur autofocus. Du coup, ou sinon le laisser au centre. Donc voilà, on a standard et large. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est que ça change pas grand chose. Est-ce que je suis pas en manuel là? Ah si, c'est pour ça. C'est pour ça. Hop, voilà. Et on va revenir voir ce que ça fait. Mode de mesure. Multi. Centre. Spot. Ce qui est assez bizarre, c'est que le spot, je sais pas où il est réglé. Allez, si je mets spot ici. Voilà. Spot, c'est vraiment un point précis. Donc là, ça nous donnera une meilleure opportunité pour voir ce qui se passe. Voilà, le multi essaye de voir à peu près ce qui se passe dans la pièce. Voilà, standard il fait à peu près comme le 1 multi. Et donc là on a haute lumière. Et donc haute lumière, bien évidemment, si vous dirigez votre spot sur les hautes lumières, ça fera exactement la même chose. Mais sinon, ce sera les hautes lumières en général dans la scène. Si il y a par exemple le spot comme vous l'avez ici, ce sera ça qui sera exposé correctement. Donc toute la pièce devra être noire si vous êtes en mode haute lumière. Donc c'est bien, notamment lorsque vous faites souvent du paysage en extérieur et que vous voulez garder le ciel très précis. Mais moi, je préfère mieux rester en moyen entre les deux pour pouvoir récupérer le plus dans le ciel et dans les noirs. Après en vidéo, ça se discute. Et voilà, en photo, je reste tout le temps en multi. Donc on a l'exposition sur les visages.
qui peut être intéressante. Je sais que certains sur les Sony trouvent ça, surtout sur la 7S3, parce qu'il est souvent un petit peu violent hein, quand ils ne voient plus le visage d'un coup, l'exposition fait pouf, donc elle se repasse derrière et on voit le visage, il y a de nouveau un visage. C'est pas comme l'autofocus qui suit quand même à peu près le visage quand il le voit. Dès qu'il ne voit plus de visage, lui, le visage n'existe plus, donc c'est un petit peu bizarre. Voilà. Il n'attend pas qu'il quitte le champ et il ne le voit plus au milieu, et ben, l'exposition change de manière assez bizarre. Donc si vous bougez trop, ça peut paraître pas naturel, donc peut-être que vous aurez envie de l'enlever. Et donc voilà, le point spotmètre est lié au point focal, donc au point qui sert à faire la mise au point. Et donc c'est beaucoup plus simple pour moi, plutôt que de toujours faire du spot au centre, surtout en vidéo. Ouais, quoique. Ça se discute encore une fois, et on n'est pas là pour parler de ça. Balance des blancs, donc bien évidemment, hop. Qu'est-ce que c'est étiqueté ? Je suis en Kelvin, donc je suis à 5500 Kelvin. Ce qui est très bien lorsqu'on est en extérieur par ce temps-là, où moi, hop là, t'éteins pas, d'abord il faut tout laisser éteindre. Parce que le R6 n'a pas de mode comme quoi, si vous mettez un HDMI, il ne s'arrête pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, c'est très bien pour l'extérieur et pour les lumières si vous voulez que ce soit à peu près naturel, hein, puisque comme je mets souvent ma fenêtre ouverte, je ne sais pas si vous entendez l'extérieur, et ben j'ai ma petite lumière qui match à 5500 Kelvin et donc ça donne une exposition assez naturelle derrière, du moins dans les couleurs. Donc voilà. Sinon, vous avez tous les habituels, vous avez 3 personnalisables, donc c'est quelque chose d'intéressant. Sachant que ce qui est intéressant de personnaliser, c'est que le système Sony est très intéressant pour ça. On va voir ce qu'on va faire avec personnaliser. 7. Donc vous allez vous dire, allez, on va prendre ça. Et hop, capture. Voilà. Et donc lui, il dit, waouh, c'est 9900 Kelvin. Waouh. Donc c'est vraiment beaucoup plus clair, même si je trouve qu'à 5500 Kelvin, c'est pas mal. Donc voilà. Donc on est là-dessus. Ouais. Je trouve que c'est un peu trop gris. Peut-être que... Ouais. Mais voilà, vous pouvez faire une balance des blancs personnalisée très très simplement. Alors déjà, il ne faut pas le faire comme ça, hein. Il faut mettre une petite carte grise souvent pour voir l'exposition, parce que là vous voyez qu'il a essayé d'exposer en gris neutre, donc ça donne quelque chose de genre... bah c'est gris, ouais, ça fait un peu gris, enfin bref. Donc vous mettez souvent, vous avec votre charte de gris, vous la mettez sur un pied avec une petite pince, et vous mettez votre petit carré dessus. C'est très très simple chez Sony, c'est beaucoup moins simple chez Canon, il faut prendre une photo, et il va vous faire un espèce de truc de l'environnement, donc il faut bien mettre une espèce de grosse charte au milieu, c'est un peu embêtant, mais voilà, vous avez ce système qui est vraiment très très simple, et donc vous avez la possibilité d'en faire 3, si vous avez enregistré certains environnements, par exemple, il faudrait que je m'en fasse une ici, d'ailleurs je le ferai un jour, je le ferai pour la prochaine fois, tiens. Donc sinon je me mets à 5500 Kelvin, parce que la lumière est censée dire 5500 Kelvin. L'intérêt de la personnaliser, c'est que ça pourrait être 4483. Voilà, après ça ne changera pas grand chose, mais au moins ce sera très précis. Ah oui, je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait d'autre, on va quand même regarder. Donc il y a sous l'eau, donc voilà, plein de choses assez marrantes. Donc voilà, on voit tout bleu, on voit nuageux, on voit ombre, on voit auto. Et auto est plutôt pas mal, mais je vais rester sur 5500 Kelvin. Il faut savoir que comme il y a un rideau bleu, c'est un peu normal qu'on voit un peu de bleu, et même le scotch autour, ici. Donc on a le réglage standard, donc c'est la balance des blancs auto. Si vous ne le savez pas, vous pouvez régler entre l'ambiance et le blanc. Donc le blanc, ça vous donnera toujours une scène un peu neutre, pas naturelle bien évidemment, puisque ça, en gros, annule tous les éclairages un peu jaunis, toutes les choses dans le genre, pour essayer d'avoir une exposition blanche, ce qui peut paraître assez étrange. Et ambiance, c'est exactement l'inverse. Si vous avez des lumières très tranchées, ça va encore plus aller là-dedans. Donc ça peut être bien pour bien évidemment de l'ambiance, comme ça l'indique. Moi je reste en standard pour rester correct.
Balance des blancs sans à-coups. Donc ça vous permet de pouvoir faire une transition de balance des blancs en automatique qui ne se voit pas forcément. Ça peut être intéressant dans différentes situations, notamment si le ciel change rapidement et que vous êtes en balance des blancs automatique, vous n'allez pas avoir cette espèce de variation de couleur qui se voit et qui est un peu dérangeant en post-production. Donc si vous le mettez sur lent, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec ça. Ça aurait été bien d'avoir une version pour l'exposition, notamment pour le visage, où on n'a pas des trucs bizarres qui arrivent. Mais bon, voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc voilà, ça peut être bien sur des néons, sur des choses dans le genre, enfin juste pour surtout qu'on ne voit pas les transitions de balance des blancs, ce qui peut être dérangeant des fois, comme je vous l'ai déjà dit. Couleur et ton, donc on a l'optimisateur de dynamique. Si vous mettez pas de profil d'image, vous pouvez mettre l'optimisation de la dynamique, et bien évidemment, soit vous le mettez sur auto, et si vous augmentez de niveau, plus vous mettez de niveau, plus vous allez avoir de dynamique dans l'image. Donc c'est bien si vous voulez, par exemple, vous êtes en profil photo neutre, vous trouvez que c'est la meilleure couleur, mais vous n'avez pas cette dynamique. L'optimisateur de dynamique fait en sorte de vous donner quelque chose de plus large. C'est intéressant notamment si vous ne voulez pas vraiment retoucher vos fichiers vidéo et être en profil non vidéo, enfin pas de profil d'image. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Évidemment, lorsque je suis en profil, je ne peux pas le mettre. Donc on va quand même vous montrer ce que ça fait. PP off. Et donc voilà, on a neutre et optimisateur. Donc hop, des héros, et comme on le voit, ça devient un peu meilleur. Les noirs deviennent un peu moins bouchés à chaque fois. Donc on va se remettre en profil d'image. Donc là on a tous les profils d'image, on en a 11 en tout, et de base chacun est différent, ou on a des variations de chaque chose, sachant que ce qui est important c'est que on a donc les niveaux de noix, enfin on a des réglages assez particuliers. Je ne vous conseille pas de forcément les régler, à part si vous voulez vraiment être pointu là-dessus, mais lorsque vous êtes débutant, ne réglez pas ces choses-là. Les seules choses qui sont importantes en général, c'est régler la saturation, la phase de couleur, pas forcément la profondeur de couleur, mais les détails. Donc les détails sont le plus important parce que suivant votre goût, vous allez aimer plus ou moins de détails. Si vous réglez, hop, enfin vous pouvez faire ça, c'est pas ce que je vous dis, donc niveau, donc il y a plein de réglages qu'il faut vraiment rentrer en profondeur de temps pour savoir. Donc voilà. Là c'est le nombre de détails, donc souvent les S-Log sont à -6, et donc si vous trouvez qu'une image est trop piquée, vous utilisez ça. La phase de couleur sera notamment par exemple en S-Log, qui peut avoir tendance à être un peu trop vert, donc augmenter la phase des couleurs balancera un peu mieux ça. Et donc le plus important, c'est le gamma. Donc il faut commencer à apprendre des choses sur les gammas. Et le mode de couleur. C'est vraiment le plus important parce que ça va déterminer, par exemple, lorsque vous êtes en S-Log, quel LUT ou quel convert il faut choisir. Par exemple, sur le R6, je suis en C-Log, mais comme il est directement en 709, il ne faut pas que j'utilise un C-Log vers 709, parce que du coup, j'aurai trop de saturation dans l'image paraîtra surexposée, et donc ça, c'est que vous avez le mauvais LUT qui est sur votre appareil photo. Donc allez-y à tâtons et prenez celui qui marche le mieux avec votre appareil photo. Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est pas le moment de parler de ça ici. Donc on va avoir PP2, voilà, style, hop, PP3, ITU 709, c'est des modes que j'utilise généralement jamais. Généralement jamais, c'est intéressant. Donc on a Ciné, j'utilisais beaucoup Ciné 2 avant, c'est pas forcément le profil le plus, impeccable niveau couleur, mais je trouvais qu'il était assez agréable à voir, et ça me permettait de directement, par exemple comme je fais mes vidéos avec mes transitions à la thème mini, j'ai pas besoin de remettre des LUT à chaque fois et redécouper l'image pour que ça corresponde à chaque caméra. Parce que sinon ça s'afficherait à la fois sur le R6 et sur le A7S3 lorsque je filme. Mais maintenant, comme on a le S-Cinetone, on est un peu avantagé avec ça. Donc la S-Log 2, ce qui était utilisable plus sur les A7S3, A7 III, maintenant on a le S-Log 3 sur le A7S3 en 10 bits, donc c'est beaucoup plus simple à utiliser, c'est bien mieux. Voilà, S-Log 3. Donc ça, c'est celui que j'utilise souvent, S-Log 3 avec S-Gamut Ciné, parce qu'il y a un LUT vraiment très très bon sur DaVinci, et donc il ne faut pas
prendre celui, comment dire, direct vers 709 ou direct juste S-Log, il faut, enfin là j'utilise le S-Log 3 Ciné Gamut, enfin c'est celui-là. Ouais, S-Gamut 3 Ciné vers Rec 709 et ça marche très très bien là-dessus, sachant que moi j'ai juste modifié la phase de couleur pour avoir une image moins verte et les détails je les ai mis à -4. Après PP9, on a S-Log 3, mais en S-Gamut 3, pas ciné. 10, on a HLG2. Et 11, on a S-Cinétone. Donc on a une certaine variété dans ce qui est disponible. Là, on a le S-Cinétone. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas tout qui est disponible. Si par exemple je vais dans Gamma, on a des choses comme Ciné 3, Ciné 4 qui n'étaient pas là. HLG, HLG1, HLG3. Et donc, basiquement, ce sera à vous. Hop, PP8, je vais me remettre là. Pardon. Hop. Et donc, basiquement, c'est à vous de vous créer, comment dire, vos propres presets. Si vous voulez, par exemple, HLG3. Donc, je vous conseille, bien évidemment, de regarder plein de vidéos là-dessus. C'est très, très touffu. Même moi, je ne m'y connais pas forcément dans tous les modes. Je sais très bien utiliser le S-Log 3 ou les choses dans le genre. Mais ça demande vraiment des connaissances assez particulières. Il y a plein de vidéos là-dessus, je vous conseille d'aller les voir. Mais techniquement, les PP ne sont que des contenants, donc vous pouvez faire le mode que vous voulez. Par exemple, si vous voulez avoir 11 S-Log 3, vous pouvez avoir 11 S-Log 3 différents, avec des différences dans les détails et dans les niveaux de noir, enfin dans plein de choses dans le genre, si vous y connaissez là-dedans et que vous voulez vraiment avoir des trucs très très précis. Du coup, voilà, faites juste attention, si vous n'y connaissez pas trop, à pas trop trifouiller les modes, pour pas avoir à reset l'appareil photo, pour pouvoir avoir les PP comme ils étaient au départ, ou devoir regarder des vidéos d'autres gens avec les profils de base. Donc là, vous voyez à peu près comment c'est. Donc on va continuer. Donc on a l'affichage de Zebra, donc moi il est sur off parce qu'il est sur mon bouton central arrière au milieu de ma roue de commande slash D-pad. Et donc j'appuie souvent là-dessus et il est sur personnaliser 1, donc 55 plus 1, donc voilà, j'ai suivi les conseils d'une certaine personne qui fait des vidéos YouTube, et donc c'est standard plus gamme, c'est les niveaux de gris, donc ça vous permettra, avec une carte grise à 18%, normalement à 41%, le S-Log 3 est exposé correctement, donc ça vous donnera les couleurs et l'exposition optimale pour le S-Log 3. Si vous voulez perdre un peu de bruit, du coup, vous le mettez, donc vous faites un équivalent de ce que ça donne en plus en surexposant légèrement, donc c'est pour ça que j'ai mis à 55, et donc vous perdez un peu de bruit. Alors faites attention, hein, vous surexposez, mais il faut bien évidemment après le remettre à l'exposition normale, hein. C'est pas on surexpose et c'est bon, sinon vous cramez, vous avez quand même des trucs cramés. Et donc je vois des fois des vidéos où les gens surexposent et oublient de revenir à l'exposition normale. Dans mes premières vidéos, c'était souvent comme ça, il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas. Et donc voilà, maintenant, je pense que je me suis amélioré de ce côté-là. Mais il faut faire attention à ça. Si vous surexposez, il faut faire revenir l'exposition en plus de mettre le lot. Et souvent, par exemple dans DaVinci, ce qui est intéressant par rapport à Premiere, c'est que vous avez ce qu'on appelle des nœuds. Et vous pouvez mettre exposition et lot derrière, ou convert, ou ce que vous voulez. Aces, c'est ce que vous voulez. Et donc vous mettez d'abord l'exposition et après vous mettez le lot qui va avec. Et donc voilà, ça me permettra, notamment si je fais du S-Log 3 ici, de bien exposer par rapport à ma lumière qui est ici. Donc souvent ce que je ferai, c'est de mettre sur la zone la plus éclairée la carte gris et de mettre les zébras dessus, tout simplement. Et donc on a ici donc la limite inférieure, donc la gamme pour la surexposition. Sachant que comme il y a des choses qui exposent au-dessus de 100% et que votre écran ne sera pas capable de voir au-dessus de 100%, c'est bien de pouvoir ramener l'exposition en dessous des profils qui sont à 105+. Donc c'est bien des fois de mettre, si vous exposez pour les hautes lumières, à une limite un peu plus basse que 100%. Mais après, c'est aussi à chacun à sa convenance, pourquoi il a fait ça. Donc je vais rester là-dessus, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'il faut faire pour exposer. J'ai pas non plus la science infuse, hein, c'est juste pour vous montrer les options qu'on va avoir dans l'appareil photo. Du coup, on a fini avec le mode d'exposition et on va passer à la mise au point.
Donc du coup, on passe à mise au point, donc mode de mise au point. En vidéo, on n'a que live continu et le mode manuel, parce que l'AFS ne sert pas à grand chose. Pas qu'il serve à grand chose non plus en photo, mais ça c'est mon avis personnel. Et ce qui va être intéressant avec le mode manuel avec l'A7S3, c'est que vous pouvez utiliser toujours votre collimateur autofocus pour zoomer donc à un endroit précis. Mais si par exemple vous faites votre vidéo, vous êtes en manuel, vous êtes bien mis au point où vous voulez, vous pouvez mettre le carré où vous voulez et à n'importe quel instant utiliser l'iPhone et doucement l'autofocus reviendra si l'exposition est correcte, hein, parce que c'est pas dit que lorsqu'il fasse nuit ou des choses dans le genre, l'autofocus c'est pas un peu de mal, mais normalement il est censé doucement revenir au point où vous voulez et ça donne un autofocus assez agréable, notamment pour faire de la vidéo de produit. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et ce n'était pas le cas sur les Sony avant la 7S3. Donc on a la transition de vitesse de chute sujet. Moi je vous conseille de les mettre sur vos menus Q. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Et donc on a une vitesse de transition entre donc 5. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir 6 et 7 bien évidemment, donc c'est plus ou moins rapide, j'ai choisi de rester là-dessus. Mais bien évidemment, en fait, la vitesse de transition, ça déterminera s'il reste vraiment sur un sujet. Donc quand il y a beaucoup de monde, c'est mieux de mettre sur lent. Donc voilà, quelque chose de bien de ce côté-là. Et on a... donc vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Sur le niveau 3, ok d'accord. Donc vous pouvez verrouiller aussi. Donc voilà, l'un comme l'autre, ça sert bien évidemment plus au sujet, mais la vitesse de transition fera aussi en sorte que si, par exemple, l'autofocus a envie d'aller ailleurs, mais en fait, finalement, il dit que non, ben, ça se verra beaucoup moins. Donc les deux fonctionnent de corrélation de toute façon, donc essayez pas de mettre rapide un et l'autre lent. À part en photo, ça c'est possible. Moi, c'est pour faire forcer l'appareil photo des fois à vouloir changer de sujet. Il reste réactif tant que j'appuie sur l'iPhone et je peux faire autre chose en appuyant dessus. Mais en vidéo, je conseille de mettre un réglage cohérent entre les deux, pas mettre 7 d'un côté et 1 de l'autre. Donc voilà pour le mode de mise au point, donc qui est beaucoup moins touffu que ce qu'on peut avoir en photo. Donc on a les zones de mise au point. Donc spot, alors ça, spot, c'est pas bon parce que c'est en gros ce que j'utilise en photo. Il faudra faire attention si vous utilisez l'appareil photo pour faire de la photo et de la vidéo. Les zones de mise au point, je ne sais pas pourquoi, c'est un des rares paramètres que vous ne pouvez pas choisir de bloquer en vidéo ou en photo. Donc ça m'oblige à tout le temps coincer un bouton de zone AF à la fois en photo et en vidéo, comme un bouton ou mon menu Q pour l'assist S-Log qui va s'afficher quoi qu'il arrive en photo ou en vidéo. C'est peut-être un petit peu dommage. Et donc on a accès à Spot, élargi, voilà, fixe au centre. Moi j'utilise large parce que ça fonctionne comme ça en vidéo. Si vous mettez large avec l'autofocus sur les yeux, et il va traquer le visage. Donc c'est le truc le plus intéressant lorsque vous vloguez. Et sinon, vous avez juste à taper l'écran pour passer en real-time tracking, donc c'est quelque chose d'intéressant, sachant que comme vous l'avez vu, on n'a pas accès au real-time tracking dans les menus, donc on ne peut pas directement faire un tracking particulier sur un collimateur autofocus, il faudra lui indiquer soit en touch tracking, soit si vous êtes dans le viseur et que vous aimez bien viser, en utilisant le pad si vous l'avez réglé sur faire l'autofocus, enfin les collimateurs. Voilà. Donc limite de zone de mise au point, voilà. Donc vous avez accès à tous vos choix de réglage et vous pouvez en enlever certains. C'est vrai que là-dessus, je pourrais l'enlever. Et donc, il faudra que je vois si... et donc, je vous montrerai ça pour régler rapidement photo et vidéo ensemble. Si je peux en enlever en vidéo pour que lorsque je fasse la transition entre les deux, ça me remette directement ce que je veux, comme je veux en vidéo. Mais l'appareil photo étant un petit filou, je pense que si je mets large direct, il me remettra en mode large en photo. Ce qui n'est pas un problème puisque ça m'oblige quand même à chaque fois à changer l'autofocus, mais il faudra que je vois si en lui mettant juste large, je peux après revenir de photo à vidéo et que ça me laisse en large. Voilà, pour faire de la vidéo plus rapidement. Hop, donc voilà, on a le choix entre plein de choses.
Donc zone fixe au centre. Donc moi en autofocus. Après ça peut être utile de les avoir, hein, notamment lorsque vous faites de la vidéo au téléobjectif, où vous avez quand même besoin d'avoir un semblant de façon de photographique de faire de la vidéo. Donc le cadre couleur, moi je l'ai toujours laissé en blanc pour une raison, c'est que comme il a du gris autour, il est assez contrasté et je trouve que moi le rouge c'est trop évident et ça me dérange lorsque je fais de la photo. Je préfère mieux avoir des couleurs un peu neutres mais voyantes pour pouvoir me repérer et que dans mes cadrages, ce soit pas ça que je regarde et je puisse plus me concentrer sur le cadrage que je fais. Donc je l'ai laissé en blanc plutôt qu'en rouge. Circulation du point. Alors ça, typiquement, c'est juste, ça déterminera, voilà, en gros, c'est mon doigt, il ferait, et puis après, il fait, non, attends, il ferait, il reviendrait là. Alors voilà, je sais pas comment, si je fais ça, et après, si je fais, voilà, comme ça. En gros, c'est ça. Si vous faites circulation, en fait, le point, quand il se retrouve au bout, il va de l'autre côté. Si vous aimez ça, moi, j'aime pas trop avoir ça. Ça peut être utile, mais moi, comme je le dis à chaque fois que je veux l'utiliser, ça ne marche pas comme il faut. Quantité de cas de déplacement, donc on peut faire aller plus rapidement en faisant grand. Donc le collimateur va plus vite d'une zone à l'autre. Après, ça marche, notamment lorsque vous visez dans le viseur, mais si vous êtes un amateur de comment faire de la vidéo sans le viseur, eh ben, vous préférez le tactile, donc ça ne vous servira pas à grand chose, ce mode. Et encore une fois, c'est pas bon ce que je fais. Donc la priorité des visages et des yeux, encore une fois, ça c'est pas bon parce que j'étais en photo, donc hier j'ai fait que des photos avec l'appareil photo, et donc tout est réglé en photo parce que c'est des choses qui se transitionnent pas correctement en photo en vidéo, et encore une fois j'ai besoin d'un un bouton spécifique. Par exemple mon C4 sert à changer autofocus sur les yeux ou pas, parce que déjà en photo des fois il reconnaît des yeux là où il n'y en a pas, et dès qu'il y a des yeux qui apparaissent, et ben, il veut prendre ça plutôt que ce que je veux, donc c'est un petit peu dommage. On a la détection des yeux des animaux ou des humains. On va avoir la détection de l'œil droit ou de l'œil gauche, c'est marrant ça. Sachant qu'on peut le commuter sur un bouton spécifique, ce que je vous conseillerais de faire. Parce que aller dans les menus à chaque fois pour dire non, je veux l'œil droit, je veux l'œil gauche, c'est un petit peu compliqué. Affichage de cadre du visage des yeux, oui, ça semble évident. Parce que en gros, en fait, le problème, c'est que en fait, vous ne verrez pas si vous faites l'autofocus. Donc, c'est utile dans le sens où, si vous êtes en mode manuel, vous ne verrez pas que vous ne faites pas l'autofocus sur les visages. Tout simplement. Alors que dès que vous êtes en mode AF, il va vous afficher le cadre sur les yeux. Ou que vous avez tout simplement pas mis l'affichage sur les yeux. Voilà. C'est ça l'intérêt de garder ça dessus. Donc, moi, je le laisse toujours sur on, bien évidemment. Priorité visage, enregistrement. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que l'option d'enregistrement des visages est en photo, apparemment. Donc on la voit pas ici, donc je sais pas pourquoi il me fait oui, alors qu'il faut aller ailleurs pour enregistrer. Voilà. Attends, si je mets on va être curieux. Voilà, il y a juste on et off. Il n'y a pas... puisque, en fait, Sony vous permet de faire une photo de quelqu'un et qu'il reconnaisse mieux cette personne que les autres. Donc en interview, c'est génial. Sauf que sur le A7S3, apparemment, lui a des petits problèmes. Hein. Pas autant que d'autres marques, mais il y a des petits problèmes des fois. Donc là, il faudra revenir en menu photo pour enregistrer la photo de la personne et après revenir ici pour pouvoir garder la personne si par exemple elle est au milieu d'un public et que vous ne voulez pas que l'appareil photo dise non, non, c'est ça que je veux. Donc on a la loupe. Voilà. Donc j'ai un bouton pour faire ça. Et donc voilà, si vous faites OK, vous zoomez. Donc on n'a aucune limite de grossissement initial x1, donc ça peut être intéressant. Et je crois que c'est... Ah, on peut mettre x4. Ouais. En vidéo, on va laisser ça. Parce qu'on a un peu moins de visibilité. Enfin bref. Donc là, on a ce qu'on appelle
Le peaking, donc je l'ai mis sur off parce que je trouve que c'est pas très intéressant, c'est moins intéressant que le zoom au final, donc je préfère mieux pas le laisser, mais au cas où, vous avez l'intensification, donc élevé, moyen et faible, donc ça vous donnera un espèce d'effet un peu plus de couleur aux endroits, ça vous fera un contraste de couleur aux endroits normalement mis au point. Et non, en fait, je me suis trompé, encore une fois. Couleur d'intensification, vous avez blanc, jaune. Donc moi, ce que je conseille, c'est de changer la couleur en fonction de l'environnement et de ce qui est le moins apparent dans l'image pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur ce que vous mettez au point. Hop. Et du coup, on a fini avec le menu autofocus. Donc on passe au menu lecture. Le menu lecture, c'est le menu qui se met automatiquement lorsque vous êtes en playback, donc en lecture. Et donc pourquoi? Parce que tout simplement, on a en premier la cible de lecture. Donc ce qu'il faut savoir chez Sony, c'est que ce qui reste en mémoire à l'affichage, c'est la carte qui a été utilisée directement, enfin juste avant. Donc souvent, si c'est de la photo, ce sera la carte photo. Et si c'est de la vidéo, c'est la carte vidéo, suivant la carte que vous utilisez pour faire de la photo et de la vidéo. Voilà. Si c'est les deux, évidemment, vous n'avez pas besoin de faire un transfert de carte lorsque vous visualisez. Donc on peut avoir ça, et mode de visualisation, voilà, on peut voir par date, vu par dossier et vu par film. On peut grossir aussi, bien voilà, donc on peut faire grossissement standard, sinon on a grossissement précédent. En gros, grossissement précédent, c'est si vous avez fait un grossissement standard et que vous avez fait un petit peu plus de zoom dedans, vous pouvez garder ce paramètre-là et mettre grossissement précédent. Et donc toutes les photos iront à ce grossissement-là. Donc position de la mise au point, donc normalement ça marche plus ou moins bien, ça marche souvent bien. Et le problème c'est que là c'est surtout en photo, donc je vais vite passer là-dessus. Mais voilà, c'est bien pour pouvoir zoomer là où la mise au point était censée être faite, ce qui est le plus intéressant pour voir ces mises au point. Donc, vous pouvez protéger, on peut mettre un niveau d'étoiles. Voilà, on peut régler les niveaux, à savoir qu'on peut choisir si on veut avoir jusqu'à 5 étoiles ou si on peut dire non, 3 étoiles. Ou on peut même faire ce qu'on veut, genre dire je peux mettre 1, 3 ou 5 étoiles. Ce qui est assez bizarre, mais on peut faire ça. Donc merci Sony, on peut supprimer. Hop, voilà, on peut confirmer, effacer. Donc en gros, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous mettez poubelle, et en gros, ça détermine si il va se mettre en position confirmée directe ou en effacé. Enfin, non, confirmé ou annulé, pardon. Donc parce que du coup, si vous êtes en effacé, enfin si vous êtes en annulé, pardon, et ben vous aurez besoin de faire flèche plus OK pour supprimer, sinon vous aurez juste à cliquer pour supprimer ou l'inverse si vous voulez annuler, ou menu. On peut modifier, pivoter, donc voilà, on peut retoucher des choses, visualisation, continue d'intervalle. Donc on peut voir en vidéo ces intervalles quand on fait des intervalles de l'intervallomètre. Option de lecture, hop, tac, tac, comme gros, voilà. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vais vite là-dessus parce que c'est pas forcément intéressant pour la vidéo. Transfert à distance. Donc, je referai une vidéo spécifique là-dessus, mais c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut contrôler via le smartphone, envoyer vers le smartphone. Il y a plein de choses qui demanderont d'être vues plus spécifiquement, et je vais passer vraiment rapidement là-dessus. Voilà. On peut, fonction Bluetooth, on peut mettre oui ou non, comme le Wi-Fi. On peut jumeler, notamment pour avoir les positions GPS sur son appareil photo. LAN, on a le réseau. Mais c'est pas forcément. Enfin voilà, j'ai déjà vu ça en photo. Et donc on aura les réglages ici. Donc ça, c'est le réglage bien évidemment que vous ferez au début. Lorsque vous ouvrez votre appareil photo, il va vous indiquer où vous êtes, quel fuseau horaire vous avez, voilà, les heures que vous voulez. Voilà. Mais il y a aussi en plus une chose intéressante en vidéo. Moi je me mets tout le temps en NTSC, et ce que je fais pour que ça fonctionne bien avec la fréquence en français, à savoir que certaines lumières vont avoir une fréquence qui sont liées à la pulsation du courant. Par exemple, mon Atem Mini, quand il est sur le courant français, il a tendance à flasher dans la vidéo. Et donc, ce que je fais, c'est d'essayer de trouver, plutôt que de changer le framerate, de changer un nombre d'images par seconde qui sera cohérent
qui fera plus de flickering du coup d'image. Et donc vous allez peut-être me demander pourquoi je fais de la vidéo en NTSC. Par exemple sur YouTube, on peut être en 24 on est en 24 images par seconde souvent, ou en 60 images par seconde. Donc ça ne me pose pas de problème avec ça. Et je ne fais pas de vidéo pour la diffusion à la télé, donc j'ai pas de problème à utiliser du 24 images par seconde. Et ça a l'avantage de me donner aussi accès aux 120 images par seconde plutôt que d'être limité à 100. Mais bien évidemment, si je faisais de la production professionnelle, je repasserais à 25, 50 et 100 images par seconde, avec une chose qui est assez marrante, c'est que mes yeux sont plus sensibles à la fréquence 50 images par seconde que 60. Donc si je suis dans le viseur en 60 images par seconde, j'ai pas d'effet de flickering, donc je ne vois pas sur les bords, parce que je vois très large sur les côtés. Sur les bords de l'image, je n'ai aucun problème de flash d'image, alors que j'ai le problème lorsque je suis en pâle, parce que lorsque vous mettez en pâle, l'affichage de l'appareil photo se met aussi en pâle. Donc on est en 50-100 images par seconde au lieu d'être en 60 et 120 images par seconde dans le viseur de la 7S3. Donc voilà, donc on peut rétablir les réglages, on peut sauvegarder le réglage. Alors sauvegarder le réglage, c'est très intéressant pour vous, cinématographe, si vous avez besoin d'avoir plusieurs A7S3 réglés de la même façon. Vous enregistrez le réglage sur la carte SD, vous mettez la carte dans un autre appareil photo, vous mettez vos réglages, et si jamais, par exemple, vous les louez, vous mettez ça dans votre ordi en backup, et vous pouvez prendre n'importe quel A7S3 et les régler, mettre les réglages que vous avez dessus, ce qui peut être vraiment très très bien. Donc ça sert à ça de sauvegarder, recharger les réglages. Donc sauvegarder bien évidemment pour, sauvegarder sur la carte et charger bien évidemment pour mettre les réglages qui étaient sur la carte dans l'appareil photo. Donc là, on est dans la personnalisation, manipulation des boutons. Donc je ferai une vidéo plus particulière là-dessus pour parler de exactement tout ce que vous pouvez faire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir régler photo, vidéo. Après, je trouve que réglage, ça c'est un peu moins intéressant parce que c'est déjà réglé un peu bizarrement de base et vous n'avez pas beaucoup de touches réglables. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez régler toutes vos touches en photo. Sachant que moi ce que je fais c'est d'essayer de rester très cohérent entre les deux et de mettre juste les fonctions qui sont uniques à chaque média, donc photo et vidéo séparément, pour que la manipulation soit beaucoup plus simple, notamment avec les boutons qui ont besoin, les réglages qui ont besoin d'être changés de l'un à l'autre parce qu'ils ne conviennent pas soit en photo soit en vidéo, parce qu'ils sont obligés d'être en transition dans chaque truc, ce qui est un peu embêtant pour moi. Et donc on a du coup le réglage personnalisé en vidéo. Donc on a un qui est suivre perso. Donc la molette, ça veut dire que les ISO seront sur la molette arrière. Du coup ici on a l'exposition, c'est l'exposition flexible pour l'ouverture qui est sur l'AEL. Après suivre perso 3 c'est l'iPhone. Là, c'est la vitesse en auto manuel dans l'exposition flexible, bien évidemment. Suivre perso, c'est la stabilisation. Et là, j'ai la priorité sur les yeux, bien évidemment, aussi en photo, parce que je l'enlève lorsque je suis en photo et quand je reviens que j'ai oublié de l'enlever, de la remettre, je la remets quand je suis en vidéo. Ici, mon bouton, c'est pour... celui-là, c'est le joystick, donc c'est pour recentrer le collimateur autofocus. Ça, c'est l'affichage du zébra, comme je vous l'ai dit, au milieu. Là, on a la fonction zoom du Clear Image Zoom que j'ai mis à gauche. Et l'autre, c'est à droite. Je devrais changer parce que, usuellement, je trouve que c'est plus facile de le faire à droite et à gauche, alors que moi, j'ai mis à gauche et à droite, donc ça me perturbe un peu. D'ailleurs, je vais faire ça, hop, et inverser ça, comme ça, voilà. Et après, on a la loupe de mise au point là, donc ça affiche le rectangle de mise au point, de zoom, pardon, et après vous faites OK, ça va zoomer, donc c'est assez intéressant. Ici, on a l'enregistrement, bien évidemment, et là, on a les zones de mise au point, comme en photo, pour pouvoir mettre large en vidéo et mettre spot, real-time tracking en photo. Et là, c'est suivre perso photo, donc ça me permet de passer de manuel à automatique, AFC à manuel,
Le seul problème que j'ai, c'est que bien évidemment, tous mes objectifs n'ont pas ça. Donc lorsque je suis par exemple sur mon Zeiss 55, je suis là, et il est où le bouton? C'est juste un petit problème d'avoir le bouton sur l'objectif, c'est que comme c'est pas sur tous les objectifs, lorsque vous y êtes habitué, c'est un peu embêtant de revenir après. Et donc voilà ce qu'on a en vidéo. Après, bien évidemment, il y aura tout ce qui est un menu FN. Et donc voilà ce que j'ai choisi pour la vidéo, donc le niveau, comment, l'AF, donc le mode AF. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Enfin, c'est quoi ça? Bon, bref. Donc, autofocus animaux, ouais voilà, quand je. Donc profil d'image, transition, sens, donc pour pouvoir changer rapidement ça quand on veut. Focus. Donc pour voilà. Lorsque je suis avec le 55, ça me permet de passer en manuel. Le gamma assist, que j'ai aussi en photo parce qu'il faut que je puisse l'enlever et je voulais pas le mettre sur un bouton. La stabilisation, la balance des blancs, voilà, et le SNQ pour choisir le nombre d'images par seconde directement là-dessus. Et là, c'est une autre fonction importante, c'est que lorsque je suis dans des affûts et que je veux faire des vidéos d'animaux, j'ai pas envie qu'on entende piloulou, touloulé. Et donc voilà, il y a tout le monde qui se retourne vers moi en mode mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc ça me permet de prendre de la vidéo de manière silencieuse, comme si je prenais des photos. Donc c'est plus agréable comme ça. Et donc bien évidemment, je vous montrerai tous les réglages disponibles dans une vidéo particulière. Réglage. Pardon. Voilà. Donc voilà, c'est là, c'est le menu qui est intéressant parce que Sony ne le faisait pas avant, mais c'est là où j'aimerais qu'il y ait plus de choses. Donc en fait, l'ouverture est différente de photo à vidéo, la vitesse d'obturation, les ISO, la correction d'expo, le mode de mesure, la balance des blancs, le profil d'image, et le mode de mise au point. Le problème, c'est qu'il n'y a pas zone de mise au point, il n'y a pas affichage Gamma Assist, il y a plein de choses comme ça que Sony ferait bien de modifier dans le futur. Donc voilà, ça m'oblige à avoir des boutons custom pris par des fonctions que j'aimerais ne pas avoir à utiliser lorsque je suis dehors. En mode, mais attends, à chaque fois, ah oui, c'était ça. Donc ça me permet d'aller un petit peu moins vite, mais ça reste le Sony le plus agréable à utiliser, c'est que ça reste quand même plus agréable que par exemple utiliser mon R6 pour faire de la vidéo. Surtout avec l'exposition flexible qui est pour moi vraiment très bien. Je crois que Canon est capable de le faire en photo, mais je suis pas sûr. Je sais que le R peut le faire en photo, mais je sais pas s'il le fait en vidéo. En tout cas, le R6 le fait pas. Et ce qui est marrant avec le R6, si vous ne le savez pas, c'est que ces modes vidéo sont les mêmes que le RP. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais on parle de la 7S3. Réglage display. Donc voilà. On peut choisir ce que fait l'écran, donc tous les affichages. Hop. Et voilà, enfin l'écran et le viseur. Avec le déclencheur. Alors pourquoi je l'ai activé moi personnellement? Parce que comme je fais de la vidéo et de la photo d'animaux, et d'ailleurs ça n'a pas marché parce que j'ai des oiseaux qui sont relativement chiants et qui n'aiment pas ce qui est proche d'eux plus que si c'est même pas un être humain. Mais ce que ça me permet de faire, c'est d'utiliser ma télécommande intervallomètre pour peu que j'ai un câble assez long et me mettre loin et de déclencher directement la vidéo pour que, filmer l'oiseau qui est en train par exemple de manger des graines dans ce petit mangeoire. Donc je le mets sur activer. Et accessoirement, hein, ça peut vous libérer un bouton custom à la place du bouton enregistrement, si vous aimez ça. Réglage de mon sélecteur. Alors ça, c'est des choses que je ne réglerai pas, mais apparemment vous pouvez mettre... En gros, ce que ça va... En gros, moi je ne comprends pas trop l'intérêt, mais ça peut avoir des intérêts. C'est que, en gros, ça peut changer la fonction de votre molette pour ce que vous voulez. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas régler en sélecteur des touches. Vous allez me dire, pourquoi? Chez Canon, par exemple, le R6, on peut régler en sélecteur la touche, par exemple, n'importe quoi. Disons que c'est les modes d'autofocus, on peut directement aller dans le menu, on peut faire sélection par clic. Donc sélection par clic, moi j'aimerais bien avoir ça. Ce que fera la molette si vous choisissez ça. Mais j'ai pas envie d'avoir l'option sur la molette. En gros, sélection par clic, c'est vous cliquez une fois, vous avez zone, large, zone moyenne, zone machin, donc vous défilez tout, jusqu'à revenir au début sans avoir à passer par les menus. Mais ce que peut faire les molettes ici,
ce que je ne ferai pas, parce que moi je suis très bien avec les fonctions qu'ont les molettes. Donc voilà. Ça pourrait être utile sur un Fujifilm, là où vous avez des molettes potentiellement pour régler ce que vous voulez, mais vous avez quand même des molettes spécifiques d'ouverture, enfin non, de vitesse et d'ISO. Mais on est chez Sony ici. Donc AV-TV, bien évidemment AV à l'avant et TV à l'arrière, sens de rotation normal, pas jamais de problème. Surtout que ça, du coup c'est le même sens que Canon. Sélection, compensation de V, voilà, on peut choisir. Alors ce qui est, je sais, il faudrait que je vois comment ça marche. Parce que ça pourrait être... le problème, c'est que c'est pas intéressant dans le sens où on a quand même une molette de compensation d'exposition. C'est si vous voulez vous amuser à passer à plus 4, plus 5 ou moins 4, moins 5. Voilà. Et donc, je me demande si ça s'active lorsque on est en mode auto. Enfin, de toute façon, normalement, c'est censé le faire. Mais voilà. De toute façon, c'est bête ce que je dis, c'est forcément en mode auto. Enfin, bref. Verrouillage de commande. Alors, oui. Ça demandera plus de recherche et que je cherche vraiment dans les menus personnalisés. Savoir si on peut sélectionner une touche pour faire la commande de lock, pour pouvoir locker ça, mais pour moi il n'y a pas assez de boutons pour que ce soit intéressant. Et en plus, comme vous le voyez, on ne peut pas choisir entre plein de paramètres, donc je ne vais pas le montrer, mais le R6, lui, on est capable de l'écran arrière, les molettes, enfin plein de choses différentes. Moi, par exemple, j'ai juste décidé que ce serait la roue qui sert à faire les ISO, puisque c'est ce qui me touche en général lorsque j'ai l'appareil photo ensemble. Et même l'écran, tandis que là on ne choisit pas. C'est genre tout ou pas grand chose. Donc ça ne me servira jamais sur le Sony de toute façon. Et probablement pas vous non plus. Mais si vous le voulez, il est là. Manipulation tactile, donc fonctionnement tactile, oui. Donc sensibilité tactile, sensible. Et là on a écran et pavé tactile. Donc l'écran tactile c'est l'écran lorsque vous le voyez typiquement, donc vous touchez dessus. Le pavé c'est lorsque vous êtes dans le viseur et que vous voulez changer votre collimateur avec comment dire ça, avec l'écran tactile. Donc on peut régler le pavé tactile ici. Orientation, je mets sur oui. Position relative, c'est intéressant. Position relative plus que position absolue. Parce que position absolue, en gros, il faut savoir exactement où votre pouce se trouve sur l'écran. Parce qu'en gros, position relative, c'est comme si vous touchez l'écran. Position, enfin non, absolue, pardon. Position relative, ça prend pour coordonner l'endroit où est le collimateur avant. Donc vous pouvez le déplacer à partir d'où il était. Et ce qui est intéressant, comme chez Canon, c'est qu'on a une petite croix qui vous permet de changer d'endroit le real-time tracking, ce qui est vraiment très très bien fait sur le Sony. Bon, je sais pas qui l'a fait en premier, mais voilà, c'est bien. Donc je vous conseille de mettre position relative. Et zone d'utilisation, moi j'ai mis supérieur droit puisque je suis œil droit dominant. Enfin, j'utilise mon appareil photo de manière optimale puisque j'ai pas de problème avec utiliser chacun de mes yeux. À part que mon œil gauche est un peu feignant, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on a demi-droit, enfin au départ on a totalité, demi-droit, un quart droit. Un quart droit c'est un peu bizarre quand même, moi je préfère mieux rester homothétique, donc je sais que j'ai mon format 3,5 comme l'écran de l'appareil photo, enfin oui, le capteur on va dire. Inférieur droit c'est un peu bas, et là c'est pour les œils gauche dominants. J'ai rien contre les œils gauche dominants, mais pour moi il n'y a pas vraiment de problème à changer d'œil, hein. Juste pour faire de la photo. Pour le reste, je veux bien que ça puisse être compliqué. Et voilà. Et donc voilà. Encore une fois, quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que les informations étant sur l'écran que vous voyez là, eh ben, je n'ai pas de tactile, donc je ne peux rien faire. Voilà. Donc l'appareil photo ne veut pas que je fasse quelque chose avec. Et donc viseur écran, voilà, je peux rien faire comme sélection, je peux pas activer la luminosité. À savoir qu'il y a un mode intéressant avec la luminosité de l'écran, lorsque vous êtes en plein soleil, vous mettez luminosité temps ensoleillé, et donc ça, fait que l'écran est plus lumineux et plus facile à voir. Et j'ai constaté que ça ne changeait pas grand chose dans l'appréciation de l'exposition, donc c'est quelque chose de bien. Donc voilà, en intérieur je remets en manuel. Et voilà, c'est beaucoup plus intéressant. À savoir que, il y a des gens qui disent Sony, le R6 a un écran qui est en manuel
aussi peu lumineux que celui du A7S3, ou c'est celui de l'A7S3 qui est aussi lumineux que le R6. Mais en temps ensoleillé, le A7S3 est meilleur que le R6. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et l'exposition est toujours correcte dans le viseur ou dans l'écran. Donc moi, le fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de points à l'intérieur, ça ne me dérange pas. Enfin, le viseur, s'il y en a beaucoup, mais surtout sur l'écran. Donc voilà, luminosité du viseur, on a souvent, moi je resterai en auto tout le temps, parce que c'est mieux pour apprécier son exposition. On a le grossissement du viseur. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a un relief d'œil qui est absolument énorme, hein. On a un viseur grand avec un super relief d'œil parce qu'on a une super lentille derrière et l'écran n'est pas déformé. D'ailleurs, ça ressemble aux lentilles, la lentille arrière ressemble aux lentilles qu'il y a devant les 50 mm qui sont comment dire, concaves. Et donc ça fait une grosse bulle derrière, ça c'est marrant, mais il est très visible. Cependant, si vous avez des lunettes et que vous ne voyez pas correctement dans le viseur, vous avez l'option de mettre l'affichage en zoom arrière. Ça prend un peu dans les pixels, puisque bien évidemment vous affichez plus l'écran total, mais vous avez l'avantage d'avoir un écran qui est visible de plus loin, donc vous augmentez encore le relief d'œil pour pouvoir voir soit de plus loin, soit avec des lunettes. Avec des lunettes. Qualité d'affichage, je préfère garder élevé vis-à-vis de standard. Je vois pas pourquoi, à économie de batterie on va dire. Mais ce qui est intéressant avec le A7 S3 par exemple par rapport au R6, c'est que comme le R5, ou c'est le R5 qui a copié le A7 S3, vous fermez l'écran arrière comme en position occultée, et ben, le capteur de proximité est encore utilisable. Donc en gros, si vous voulez laisser votre appareil photo allumé mais en repos, et ben, vous fermez l'écran tout simplement arrière, et il n'y a plus d'énergie qui est pompée par soit le viseur, soit l'écran arrière. Alors que le R6 par exemple, vous fermez l'écran, il passe en juste sélection viseur. Ce qui est un peu embêtant, et donc c'est pour ça que j'adore la 7S3 pour ça. On a la vitesse de défilement, encore une fois, comme je veux avoir une qualité élevée, le problème c'est que dès qu'on augmente les FPS à 120, la qualité de l'écran est moins bonne. Donc de ce côté-là, le A1 sera meilleur, puisque en 120 FPS, il est dans sa définition standard, donc cool. Et c'est qu'à 240 FPS qu'il va baisser en définition. Donc on est un petit peu au-dessus. Donc encore une fois, voilà, on peut activer ça, hein, le TCUB. Donc, le timecode, voilà, chose, donc aide à l'affichage du gamma. Alors comme je vous l'ai dit, c'est l'émission de touche. Vous pouvez choisir ici de le mettre sur on, et donc moi j'ai choisi S-Log3 vers 709 parce que je fais du S-Log3 et ça me permet d'afficher correctement mon S-Log3 la plupart du temps, puisque si je le mets si vous avez suivi en exposition à 55 avec Zebra à 55%, ça sera légèrement surexposé. Et donc il faudra que je le sous-expose en post-production. Ou en étalonnage tout simplement, c'est pas de la post-prod. Affichage de prise de vue restante, oui, évidemment. Affichage instantané, non. Alors l'affichage instantané, c'est l'affichage des photos et des vidéos juste après l'enregistrement, donc non. Je préfère pas. Et c'est sur rien à la base. Donc c'est intéressant du temps du réflexe parce que eh ben, ça vous dérangeait pas parce que vous le voyez pas, mais là vous pouvez potentiellement voir ça dans votre viseur. Donc moi je trouve pas ça très intéressant. Donc début, économie d'énergie, donc sachant que pour moi le R6 je le mets parce que, comment dire ça, au bout il s'éteint tout le temps. Donc en fait il faut forcément enregistrer en interne dessus pour que la limite de temps s'enlève. Donc vous êtes limité à 30 minutes. Donc la caméra, l'appareil photo s'éteindra. Et sur le A7 III, j'ai pas enregistré de limite. Par exemple là, des fois, c'est pour ça que vous me voyez faire ça, c'est que je dois lui indiquer à chaque fois de reset le timer qui va faire que dans 30 minutes, il va s'éteindre. Et sinon, ça gêne la thème mini et puis j'ai plus d'affichage sur le R6. Là, je reste à 2 minutes parce que dès que j'ai un HDMI branché, de toute façon, il drainera sa batterie. Là, je peux le laisser à l'infini jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie. Donc moi, je le laisse à 2 minutes. C'est souvent mon réglage que j'utilise pour faire de la photo. Et donc, comme vous pouvez l'enregistrer à l'infini, il n'y a pas vraiment... de toute façon, l'enregistrement, normalement, ça n'agit... Enfin, l'économiseur d'énergie n'agit plus. Dans tous les cas, donc. Temps, tension... Alors, ouais.
température hors tension automatique élevée. Donc, soyez rassurés, ça ne joue pas, parce que il ne vendrait pas un appareil photo qui fond lorsque vous l'utilisez comme ça. Il s'éteindra toujours au bout d'un moment. C'est juste que pour la sécurité, à savoir que là, il commence à devenir relativement chaud, et le R6 est encore plus chaud, me semble-t-il. Ouais, il est beaucoup plus chaud, sauf que le R6 étant en polycarbonate, ça doit être bouillant à l'intérieur, alors que le S3 a cette répartition de la chaleur qui fait que la chaleur est à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Mais du coup, vous n'aurez pas de problème lorsque vous mettez température hors tension élevée de l'appareil photo qui va avoir des problèmes. C'est surtout que vous risquez de vous brûler. Voilà, tout simplement. C'est parce que là, il est très chaud. C'est juste que voilà, faut pas toucher l'appareil photo lorsqu'il est chaud. Et donc c'est une sécurité plutôt pour vous que pour l'appareil photo. Vous, alors que j'indique moi. Voilà, donc moi je l'ai mis sur élevé. Bien évidemment, vous profiterez en élevé du maximum disponible de l'appareil photo qui est vraiment très très bon en vidéo. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hop. Après, voilà, on a le contrôle. Voilà, Alors, ce qui est assez bizarre avec le XLR K3M là-dessus, c'est qu'il y a des réglages partout. Enfin, il y a 2 ou 3 réglages cachés dans l'appareil photo. Là, c'est le contrôle audio des 4. Donc, c'était pas ça dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'autre, je sais plus c'était quoi. Et ça, en gros, vous avez la stéréo. Et donc, vous pouvez indiquer. Moi, je l'ai mis sur stéréo canal 1. Parce que mon canal 1, c'est le canal principal. Et les autres, c'est juste pour aider au son d'ambiance. Donc c'est lui que j'ai mis en stéréo. Mais vous pouvez mettre ce canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 et avoir le canal 1, comme je vous avais dit, avec le micro jack et avec le canal 2 avec la 4, qui est aussi le micro jack. C'est pour ça qu'on a ces deux-là qui sont disponibles. Et donc signal sonore off. Oui, c'était là en fait. Le truc que je vous ai montré dans le réglage de mon menu Q. Off, oui. Donc voilà, connexion USB, moi je le mets sur stockage de masse parce que ça m'arrive souvent de transférer. Bon, plus trop maintenant parce que lorsque j'ai le lecteur, je le mets dessus parce que j'ai pas forcément beaucoup de câbles USB-C. Mais sinon, je le mettais sur stockage de masse pour pouvoir envoyer sur l'ordi. Sinon, si vous mettez sur auto, vous avez MTP qui est disponible. Alors MTP, ça veut dire quoi? Connexion à l'appareil MTP, voilà. Donc, ça ne t'aidera pas à savoir ce que c'est. Et donc alimentation USB, bien évidemment, pour pouvoir recharger l'appareil photo. Vous pouvez lui dire de ne pas recharger, c'est ça qui est marrant. Vous pouvez brancher une batterie, non. Sortie externe, donc voilà, là on a tout ce qui est résolution HDMI, tout ce que j'ai là-dessus, que j'ai dû changer, donc auto pour pas trop déranger la thème mini, sinon je pourrais me mettre en 1080p. L'intérêt du 1080p là-dessus, lorsqu'on le passe du coup dans la thème mini, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que comme c'est déjà du 4K qui est enfin de la HD qui est oversamplé, il n'y a aucune différence entre le sortir sur la thème mini en 4K qui va être remis en 1080p ou en 1080p qui va être qui est déjà parti de la 4K. Et donc vous avez même de la 1080i entrelacée, truc super vieux là. Alors, réglage de sortie, voilà, résolution, on a encore la même chose. Je ne peux pas, non. Okay, donc vous avez tout ça, on a le RAW, sauf que le RAW, c'est pas possible avec cet enregistreur là. On peut avoir le timecode. Et on peut avoir la sortie audio à 4. Voilà, donc en fait ça détermine, c'est assez marrant, ça détermine le sens. Donc ça détermine. C'est un peu compliqué. Ah oui, si. Ah oui, c'est marrant ça. Oui, parce que je pense que l'enregistreur il peut pas prendre les 4 pistes. Bon, il faudra que je vois ça. Encore une fois, il faudrait que je vous fasse une vidéo plus en particulier là-dessus. Affichage info HDMI activé, donc c'est ce qui fait que je peux pas utiliser le tactile. La vidéo est en 4 tiers sortie de l'appareil photo, enfin en 2 tiers, pardon, en 3,5. Ce qui est du 2 tiers, hein, mais bon. Attends, 4 tiers, non, enfin, bref. Ce serait dans l'autre sens. Et commande HDMI on, donc voilà, c'est la base.
Donc option de réglage. Communication à distance hier, donc c'est pour une télécommande. Nettoyage du capteur. Effectuer un nettoyage automatique, non, pas maintenant. Cartographie de pixels. Donc cartographie de pixels, hein, c'est pour faire le nettoyage des pixels chauds. Donc on peut faire une cartographie des pixels manuels. Hop là, qu'est-ce qu'il fait? Exécuter? Non. Mais du coup, voilà, on peut exécuter une cartographie si on trouve que ça va pas vite, parce que normalement, il le fait automatiquement à un nombre fixe, enfin, à un nombre de, comment dire, mise hors tension. Et donc là, on a la version, donc on est en version 2, et voilà, on a fini. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, j'espère qu'elle dure moins longtemps que la dernière fois, que je fais un petit peu plus vite. Alors certes, il y a des choses que je n'ai pas forcément expliquées, mais parce que sinon ça mettrait des heures, donc vous savez ce qu'il y a dans l'appareil photo déjà, donc ça peut être déjà intéressant pour vous. Vous avez l'explication de certaines fonctions, mais bien évidemment, ça demandera une vidéo spécifique sur comment dire, utiliser vite l'appareil photo pour enregistrer des vidéos, que ce soit avec l'HDMI ou directement l'appareil photo tout seul, rapidement, voilà. Et donc c'était juste pour faire une vidéo sur tous les menus en photo, et maintenant en vidéo c'est fait. Donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, ce qui m'étonnerait, enfin vous êtes peut-être arrivé juste pour la fin, eh ben, mettez un like, ça pourra toujours m'aider, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et moi je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Et on a fini.